Des gens que je connaissais qui me disaient cette boîte n'a aucun avenir, n'y va pas. Il y a peu de chances que ça marche, mais j'ai envie de le tenter. La boîte est sous-cotée, elle est peu connue. Et ils font 400 000 € de revenus. Aujourd'hui, c'est 36 millions d'ARR, c'est presque x100. C'est quoi les secrets de cette hypercroissance? Toi qui es un pro du scale depuis de nombreuses années, c'est quoi le scale? L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon entreprise ne déraille pas si je fais x2, x3, x4 en termes de nombre de personnes, de chiffre d'affaires et de clients. C'est un enchaînement de prises de décision rapide et chaque décision rapide porte en elle un potentiel risque et donc un potentiel échec. C'est d'être capable, en tant qu'entrepreneur, de réfléchir à plusieurs temporalités. Tu as une temporalité qui est court terme, prendre les bonnes décisions, vendre ton produit actuel, etc. Ensuite, ma croissance va ralentir. Et donc, il faut que j'investisse dans des produits qui seront des relais de croissance à 3 ans. Et ensuite, tu as la troisième temporalité, comment à horizon 10 ans, je fais une boîte qui peut potentiellement valoir 1 milliard et de se dire j'ai l'ambition de faire quelque chose de vraiment très grand. Il y a 4 crises qu'on a vécues, la crise de la dette technique, la crise de la concurrence, la crise du Covid et la crise du financement. On se dit c'est catastrophique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois très bien accompagné avec Thibaut Renouf. Comment tu vas? Très bien, très heureux d'être là. Eh ben moi aussi, ça me fait super plaisir. On s'était déjà croisés lors d'un événement qu'on avait organisé. On n'a pas eu le temps d'échanger comme je le voulais en profondeur. J'ai plein de questions à te poser par rapport à ton parcours. Je vais rapidement te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, Thibaut Renouf, co-CEO de Partout, une solution de visibilité, réputation et messagerie pour point de vente avec 350 000 établissements équipés dans 150 pays aujourd'hui, leader en France, en Espagne, en Italie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Partout, vous avez une croissance qui est remarquable. On parle de 400 000 € de revenus annuels à 36 millions de revenus annuels récurrents d'ARR en 8 ans. Vous avez accompagné plus de 1300 grands groupes comme Carrefour, Toyota, Subway, BNP Paribas pour ne citer que. Plus de 350 collaborateurs à l'heure actuelle dans des bureaux à Paris et à Barcelone. Notamment, Partout est pionnier dans l'intégration de l'IA générative dans la relation client et tu partages tes connaissances en IA également dans une formation gratuite de 8 heures appelée l'Académie. Tu es aussi auteur de 2 livres, Start to Scale, qu'on a juste ici, que tu as sorti en 2023, qui est un livre référence sur le scaling, et également Start Up and Down, que tu sors cette année, qui vient de sortir au moment où on tourne cet épisode. On en parlera de ces 2 bouquins et tu es le cofondateur de Tribes, qui est un média suivi par plus de 50 000 abonnés abordant différents défis des scale-up. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de scaling, on va parler de ton parcours, on va parler de Partout, on va parler de plein de choses. Mais avant ça, j'ai envie de démarrer avec ton entrée chez Partout, le moment du déclic finalement peut-être. Je veux comprendre vraiment pourquoi et comment tu as rejoint Partout, ce qui a changé au travers de ton intégration dans Partout et lorsque tu as intégré la direction de Partout, le pivot stratégique qui a été intégré. Mais avant ça, pourquoi est-ce que tu as rejoint Partout en 2017 ? C'est une question qu'à posteriori, j'ai essayé de post-rationaliser. Quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix parce que sur le moment, c'était pas évident objectivement. J'étais en conseil en stratégie dans un cabinet de conseil, je gagnais bien ma vie, etc. Et j'avais monté une start-up en parallèle qui s'appelle SoGuide. SoGuide, c'est un peu comme Evaneos. Je sais pas si tu connais Evaneos, ça te permet de voyager en passant par des guides et des agences indépendantes dans les pays en développement. Et j'avais lancé cette boîte en parallèle de mon travail et je me rendais compte à quel point l'entrepreneuriat c'était difficile. Et je pense que c'est hyper dur quand on a une situation assez stable de sauter le pas. Et il se trouve qu'à une soirée, il y a un ami qui m'a dit je pars vivre en Argentine, mais le seul truc qui m'embête, c'est que je laisse une opportunité de dingue d'aller dans une boîte où ils cherchent un directeur des opérations, un directeur financier. La boîte est sous-cotée, elle est peu connue. Ils font 400 000 € de revenus. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, j'ai pris le numéro sur un bout de papier à l'ancienne. J'ai pas appelé pendant 2 mois. Et finalement, je me suis motivé à appeler mon associé d'aujourd'hui, qui s'appelle Thibaut Lévy-Martin, qui est le fondateur de Partout. Et en l'appelant, il m'a proposé de se faire un Starbucks un dimanche. Donc, un entretien un peu étranger. Enfin, après, on s'est vachement bien entendu à ce moment-là. Et je me rappelle, c'était le lendemain d'une soirée. L'idée, c'est de donner aussi un peu des anecdotes dans ce podcast, donc je peux le raconter. Et j'étais avec tous mes amis à un brunch. J'étais un peu en gueule de bois et on a un peu voté à main levée pour savoir si je mettais un plan ou pas. Et je me suis motivé. Et il se trouve qu'on a parlé de beaucoup d'entrepreneuriat, pas du tout de mon job de l'époque, vraiment sur ce qui nous motivait, etc. Et on s'est bien entendu. Et après, ça a été 6 mois de discussion. Donc, le déclic, comme on peut l'imaginer, ça a été aussi beaucoup de réflexions avec mes colocs à l'époque. Je me posais la question, est-ce que je fais un choix, un mi-choix, c'est-à-dire pas monter ma boîte, pas rester dans une boîte, mais aller dans une boîte qui existe déjà un peu, mais qui est au tout début de l'aventure. Mais je sentais que je pouvais apporter quelque chose
Et je posais des questions typiquement à des gens que je connaissais, à des fonds d'investissement qui me disaient cette boîte n'a aucun avenir, n'y va pas. J'ai pas prévenu mes parents quand j'ai démissionné. J'ai prévenu un mois après avoir commencé mon nouveau poste. Donc il y avait un peu ce côté, il y a peu de chances que ça marche, mais j'ai envie de le tenter parce que j'avais qu'un 24 ans, donc c'était un peu le moment ou jamais. Et après, avec Thibaut, ça a bien fité, la boîte a bien grandi et j'ai pris un an plus tard le poste de co-CEO. Donc on est deux à gérer la société aujourd'hui, on est un binôme. Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une boîte comme ça. Ouais, c'est vrai. La chance joue un rôle prépondérant dans le parcours d'un entrepreneur, mais finalement, la chance, là, en l'occurrence, tu l'as créée ou en tout cas, tu es allé la chercher. Et il n'y a pas de hasard. Du coup, durant ces 6 mois, lorsque tu es en réflexion, tu hésites, tu doutes, qu'est-ce qui te passe par la tête? On le voit aujourd'hui, le rêve d'entrepreneurs qui veulent créer leur start-up, se dire que c'est leur bébé plutôt que de rejoindre une entreprise déjà créée, qui plus est 400 000 euros de revenus, pardon, c'est bien, mais finalement c'est encore fragile pour une start-up nébuleuse comme celle-ci, alors que maintenant vous êtes à 36 millions d'ARR, ce qui est énorme. Quels sont les éléments qui te viennent à l'esprit et qui font que tu prends cette décision? Il y avait déjà un premier élément de réflexion que j'avais depuis longtemps, c'était marché B2C versus marché B2B. Je pense que c'est assez difficile. Et j'avais vu avec SoGuide, donc le principe, c'était il y a des gens qui peuvent aller sur le site, il existe encore, et tu peux réserver un guide. Et le chiffre d'affaires pour faire, tu prends 10% de commission sur des voyages qui peuvent être de 2 000 euros, mais voilà, c'est vraiment petit si on regarde. Et donc pour monter à 10 millions de revenus, c'est vraiment difficile. Et donc déjà, j'avais une première conviction qui était de me dire que j'avais envie de travailler dans une startup B2B. Et se lancer dans le B2B, c'était un peu inconnu et j'avais vraiment envie de commencer sur... en fait, je pense que le risque du début est potentiellement bien plus grand les 2 premières années pour trouver ce qu'on appelle un product market fit. Et moi, j'avais envie de rejoindre une boîte qui l'avait déjà trouvé pour limiter la prise de risque. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la partie ce qu'on appelle scale, c'est-à-dire faire passer une boîte d'une certaine taille à une plus grosse taille, qui est une partie où je pense qu'il y a aussi moins de chances peut-être et moins de risques, même si on tient plus son destin entre ses mains. Si on se donne à fond, on a plus de chances de passer à la phase de scale. Donc ça, c'est la première réflexion, c'était B2B versus B2C. Il y a une deuxième réflexion aussi, parce que mes colocs me disaient c'est une boîte, le business n'est pas sexy. On n'a pas dit ce que faisait partout, mais à l'époque, on n'avait qu'un seul produit. Le produit, c'est assez simple, ça consiste à diffuser les informations des points de vente sur Internet. Donc, dès que tu vas chercher un supermarché, un cordonnier, un fleuriste, il y a des chances que les informations, les horaires, les adresses, les numéros de téléphone que tu trouves sur Google Maps, sur Apple Plan, sur Here, TomTom, Snapchat, etc., ça soit nous qui les mettons à jour. Et donc, notre travail, c'est de brancher des données de grands clients, les 350 000 points de vente qu'on accompagne, à des bases de données en ligne. Et dit comme ça ne fait pas forcément rêver, mais c'était un truc stable sur lequel on pouvait vraiment construire des choses hyper sympas, notamment aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, dans la réputation, et construire toute une plateforme qu'on a aujourd'hui. Et ce que je me suis dit, c'est parfois les business les moins sexy, où il y a une traction, c'est potentiellement ceux qui marchent le mieux sur le long terme. Et je l'avais vu dans le voyage, il y a énormément de concurrence, parce qu'il y a énormément de gens qui se disent « je veux lancer une plateforme dans le voyage », parce qu'en fait, quand on a 20 ans, il y en a beaucoup qui voyagent, et donc ils se disent « je vais lancer ça », c'est hyper concurrentiel, c'est assez sexy sur le papier, mais finalement, les chances de succès et de faire une boîte qui fait 10, 20, 30, 100 millions de revenus, elles sont quand même plus difficiles. Donc c'est un peu les deux réflexions que je me suis... que j'ai eu, un sur la partie plus B2C versus B2B, un sur la partie est-ce que c'est un business sexy? Non, mais alors peut-être que c'est une bonne raison d'y aller. Complètement. Ce raisonnement assez rationnel et pragmatique des choses, tu l'as toujours eu, parce qu'à l'époque, en l'occurrence, tu dis que tu avais 24 ans, donc tu n'avais pas forcément l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde, tu l'as toujours eu cette capacité à réfléchir de manière pragmatique? Non, je pense que c'est principalement dans les discussions avec les gens. Okay. En l'occurrence, j'avais une discussion avec... Olivier Vory, qui a été le premier investisseur de partout, c'était un ancien du cabinet de conseil dans lequel je travaillais, et il était directeur financier d'Amazon France. J'ai fait un entretien avec lui, et je lui ai parlé de SoGuide. Il m'a dit peut-être que tu devrais pivoter sur le B2B, parce que en fait, il y a plein d'agences, et je commençais à avoir des clients qui me contactaient pour prendre des guides indépendants en Inde, au Népal, et les mettre dans des agences un peu plus grandes et leur proposer en fait du freelance. Et on a eu cette discussion autour du B2C, B2B, et j'ai regardé plein de boîtes B2C qui ont été des énormes succès, Michel Augustin ou d'autres, et j'ai regardé un peu le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, les valorisations, et je me suis dit, mais
c'est fou, des boîtes B2C, il y a quand même un gros risque d'exécution et ça fait des boîtes qui sont parfois moins grandes. Et c'était l'époque aussi, je pense, de l'émergence des SaaS en 2014. Donc, il y avait plein de SaaS qui commençaient à se lancer. C'était l'époque des Payfit, des Alan, des Skello. Et un peu après d'ailleurs, partout. Et c'est un moment où je pense que la tech faisait plus rêver et la tech dans le logiciel avait un potentiel. Donc c'est plus des discussions avec des gens, ce genre de choses qui m'a amené à rejoindre Partout et aussi le match avec Thibaut. Quand tu rejoins Partout, c'est quoi ta fonction, ton job au départ? En fait, je pense que c'est marrant parce que j'ai été recruté au départ directeur financier, directeur des opérations. Donc concrètement, c'est gérer toutes les finances de la boîte et essayer de mettre un peu d'ordre sur certains trucs. Et dans les discussions que j'ai eues avec les personnes qui avaient été déjà recrutées, c'était un peu genre, on attend que tu nettoies, que tu structures, etc. Donc j'ai un peu compris au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup d'attentes sur le poste. Donc un peu stressant aussi parce que tu arrives a posteriori dans une boîte qui a une dizaine, quinzaine d'employés. Tu es potentiellement vu comme le manager ou un des managers et donc il y a une certaine légitimité à avoir. Mais je pense que principalement dans cette taille d'entreprise, quand on rejoint un poste de direction, indépendamment de l'intitulé de poste, que ce soit directeur financier, directeur des opérations, le rôle principal, c'est de structurer et de gérer tous les problèmes. Donc c'était un peu mon travail au début. À cet âge-là, tu es plus jeune du coup, tu as 24 ans environ, tu l'évoquais. Tu as une quinzaine de personnes sous ta direction ou en tout cas tu dois les manager. Peut-être tu as des gens plus âgés dans l'équipe que toi. Comment tu gères justement cette partie-là? Parce que c'est une question que beaucoup peut-être peuvent se poser, notamment lorsqu'on est entrepreneur et qu'on va commencer à devoir recruter. On va recruter des gens parfois plus âgés que soi, plus expérimentés que soi, plus de diplômes que soi, et on ne sait pas forcément comment les gérer ou comment avoir une certaine légitimité face à eux. Ouais, je pense que ça passe. La légitimité, elle passe par le fait de faire les choses que ces gens ont fait et de montrer qu'on est capable de le faire, voire même d'en discuter avec eux et de progresser ensemble. Si je prends un exemple, moi je suis arrivé directeur financier, directeur des opérations, mais mon associé, donc, qui s'appelle aussi Thibaut, quand je parle de Thibaut, c'est pas que je parle de moi à la troisième personne, donc Thibaut Lévy-Martin m'a dit si tu veux vraiment avoir de la légitimité sur les équipes commerciales notamment, qui représentent une part importante de notre stratégie de croissance, il va falloir que tu vendes toi-même. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est le matin, je vendais partout, c'est-à-dire que je contactais des entreprises, potentiellement je faisais des rendez-vous, je négociais et je signais des contrats. Et ça a été une phase où justement, plutôt que de me positionner un peu sur un poste en particulier, je me suis dit ok, je vais essayer d'aller creuser chacun des postes. Et on a fait un peu un onboarding où j'allais voir un peu chacune des équipes, essayer de comprendre ce qu'elles faisaient. Donc il y a eu toute cette phase. Parce que quand tu es fondateur, potentiellement, tu vas commencer en faisant tout seul. Et donc, tu vas acquérir cette légitimité en déléguant au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas commencer, tu vas faire toute la partie vente, puis toute la partie mise en place, la partie produit, et tu vas recruter des équipes à qui tu vas déléguer ces tâches. Mais comme tu les auras faites en amont, potentiellement, tu as un peu la légitimité de la première personne à l'avoir fait. Ce qui n'était pas mon cas, puisque moi, je suis arrivé à une période où les gens faisaient déjà les choses. Et donc, l'unique manière de potentiellement gagner en légitimité, à ce moment-là, ça a été de faire les choses aussi par moi-même pour juste comprendre ce qu'ils faisaient. C'est moins le cas potentiellement aujourd'hui, c'est moins possible pour des managers qui rejoignent partout puisqu'on est 350, mais on demande quand même aux managers d'avoir... ça n'a pas besoin d'être les meilleurs sur la tâche de l'équipe qu'ils managent, mais ils ont besoin de l'avoir déjà faite et d'y participer pour mieux au moins comprendre les problématiques opérationnelles, etc. Donc c'est passé surtout par le fait de faire. Et donc, je pense que c'est une des qualités importantes de l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, c'est être doueur, c'est-à-dire faire les choses aussi par soi-même et pas commencer directement à déléguer, à se dire que nous, on fait la partie vision, stratégie. Complètement. Très rapidement, donc, tu arrives et là, tu vas mettre en place différents choix stratégiques. Notamment, tu en parlais avant, la différence B2C, B2B. Et cette nouvelle orientation stratégique, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout ce qui a suivi ? Ouais, alors les choix stratégiques, on les a fait avec Thibaut et il y a eu, en fait, on avait une partie qui était ce qu'on appelle SMBs, donc c'était pas du B2C à proprement parler. SMBs, c'est Small and Medium Businesses. Donc SMBs, c'est un petit cordonnier, un coiffeur, un boucher, et donc eux, ils ont aussi besoin de services digitaux pour être visibles en ligne. Et on a une autre partie qui est grand compte. Et je pense que dès le départ avec Thibaut et même avant que j'arrive, on avait une conviction forte, c'était que pour grandir facilement au début, il fallait plutôt aller chercher les grands comptes. Donc nos premiers clients, c'était Leroy Merlin, Carrefour, etc. Et donc on a fait un switch qui était plus fort sur la partie grand compte
en délaissant un peu plus la partie petits commerçants. Et on est revenu dessus plutôt dans les années 2021-2022, où là, on y allait un peu plus fort, on a mis plus de budget. C'est une activité qui était moins rentable que l'activité grand compte, parce que tu signes des plus petits clients quand tu es sur des petits commerçants, et ton coût d'acquisition est quand même élevé. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller convaincre chaque serrurier, chaque fleuriste, chaque boulanger. Et donc ça prend du temps. Tu ne peux pas aller facturer autant qu'un grand compte. Et donc, tu as une sorte de rentabilité qui est plus faible. Et donc, dans notre objectif, qui était d'être bootstrap, bootstrap, c'est autofinancé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de fonds d'investissement qui ont investi chez Partout. On est allé vers le business model qui était, et les clients qui étaient les plus rentables pour maintenir une sorte d'autonomie et d'indépendance. Complètement. On en parlera justement du côté bootstrap, parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire appel à de la dette pour pouvoir aller chercher de la croissance. Ouais. Et là aussi, il y a un enjeu stratégique élevé, c'est une prise de risque. Quand tu deviens co-CEO, c'est quoi tes premières décisions clés que tu vas prendre avec Thibaut également ? Il y a eu pas mal de décisions c'était surtout des sujets de structuration. Je me rappelle, la paye était fait un peu n'importe comment, donc on avait choisi PayFit. On s'était inscrit sur Welcome to Jungle. Donc il y avait un premier enjeu qui est un jeu d'outils. Et à l'époque, PayFit, on était dans les premiers clients, je pense les 50 premiers clients. Welcome Jungle était aussi très petit puisqu'on a été créé les mêmes années, en 2014. On a grandi à peu près en même temps. Donc ça a été des sujets d'outillage. Il y a un deuxième sujet qui était hyper important pour le scale, c'est le sujet du knowledge, donc de la connaissance. On a fait un gros projet pour essayer de centraliser toute la connaissance qu'on avait chez Partout au sein d'articles pour permettre l'onboarding des nouveaux. Comme on a scalé assez fortement, donc au début, on faisait du x2 en nombre de personnes, mais pendant l'année 2022, on est passé de 200 à 350 personnes, donc ça fait beaucoup de monde qui arrive. Et donc, pour préparer ça, les premières décisions qu'on a prises à l'époque, en 2017-2018, ça a été de centraliser les bases de connaissances et de formaliser. Je pense que le vrai enjeu pour passer d'une startup à une scale-up, c'est formaliser la connaissance, formaliser les process. Donc, on a passé beaucoup de temps à rédiger, à clarifier, à s'aligner, etc., pour que la même tâche faite par deux personnes soit faite de la même manière dans l'équipe. Parce que quand tu grandis, je pense que chaque tâche va être faite de manière différente par deux personnes dans la même équipe. Il y en a qui vont faire, je sais pas, un entretien de telle manière, un autre un entretien de l'autre manière. Ils vont faire l'onboarding, ils vont pas suivre les mêmes étapes. Et donc, tu as besoin de formaliser les bonnes manières de faire les choses pour grandir. Et ça a passé par beaucoup de mes sujets, parce que j'étais aussi directeur des opérations et directeur financier. Donc, ça a été mettre en place les bons outils et structurer la connaissance et les process pour permettre ensuite la partie scale. Automatisation, standardisation, process, pour pouvoir préparer le scale de la meilleure façon qui soit. Très clair. Un autre point que je n'ai pas évoqué, mais tu dis que donc, l'autre Thibaut, oui, est ton associé. Donc à un moment donné, tu rentres au capital de l'entreprise. C'est une grande question que la plupart des gens potentiellement peuvent se poser, c'est à quel moment tu rentres au capital ? Est-ce que ce capital, il t'est donné ? Est-ce que tu dois l'acheter ? Ouais, c'est une bonne question. Parce que finalement, toi, tu as l'archétype et tous les traits d'un entrepreneur. Quand tu rejoins Partout, c'est en tant qu'entrepreneur. Quand tu prends ta décision, c'est est-ce que je rejoins une boîte pour la faire exploser parce que je crois en elle ou je crée ma boîte. Donc, tu as vraiment cet ADN entrepreneur. Donc, j'imagine cette question, tu te l'es posée dès le premier jour. Ouais, en fait, quand on a commencé à discuter avec Thibaut, il y avait deux pans de la négociation, le salaire et les parts. Le salaire, j'étais à 70 000 au BCG en conseil et je suis passé à 35 000. Donc, c'était divisé par deux. En soi, j'étais jeune, j'étais en coloc, j'avais pas besoin d'argent et 35 000, ça m'allait très bien. Par contre, tous les sujets de la négociation des 6 mois, c'était uniquement sur la partie part, parce que c'était, comme tu dis, un des enjeux pour moi, même en rejoignant une entreprise qui était déjà fondée, etc., c'était de me positionner potentiellement comme partie prenante de l'aventure et au capital avec le même niveau de risque et le même niveau d'engagement. Et c'était important pour moi d'avoir ça. Et donc, je n'ai pas discuté de la partie salaire, mais j'ai vraiment discuté avec Thibaut de la partie part. Et en fait, comment ça fonctionne ? Nous, on a mis en place deux choses. Tu as une première partie qui est considérée vestée, c'est-à-dire qui est donnée sur plusieurs années. On te donne, si tu es toujours dans l'entreprise, quelques pourcentages ou une partie du capital qu'on te doit, jusqu'à 3 ans. Et donc, tu es ce qu'on appelle vesté sur 3 ans. Et pendant 3 ans, on va te donner des parts jusqu'à ce qu'on s'est accordé ensemble pour la totalité des parts que tu auras dans l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui m'a été proposé au départ. Et comme moi, je voulais un peu plus, et c'était dans la négociation, on s'est fixé une deuxième tranche qui consistait à donner des parts en fonction d'atteinte de revenus de l'entreprise.
Donc concrètement, ce qu'on s'est dit, c'est si je rejoins l'entreprise et que je suis partie prenante, mon travail, ça va être de faire grandir le revenu de l'entreprise. Et donc si l'entreprise, au bout de X années, elle atteint 2 millions, puis au bout de Y années, elle atteint 4 millions, puis elle atteint 10 millions, eh ben, je vais déclencher des parts en plus. Donc tu as un qui est sur le temps et un autre qui est sur l'accélération en fait. Et c'est cool parce qu'on a eu beaucoup de chance et résultats, j'ai eu toutes les parts qu'on avait négociées. Mais c'était aussi un risque parce que je me disais, si la boîte décolle pas, c'est double peine. D'une part, je suis moins au capital et d'autre part, je suis moins, le capital vaut moins, quoi. Tu dis, vous avez eu beaucoup de chance. Tu penses que c'est de la chance ou tu penses que c'était planifié? Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Un, c'est le marché sur lequel tu es et ce qui a de la traction ou pas. Ça, c'est un premier enjeu. C'est finalement, est-ce que tu es positionné sur le bon marché? Alors, on pourrait dire que c'est de la vision. Et je pense que Thibaut en a beaucoup. Et quand il s'est positionné sur le sujet de la mise à jour des informations, on pouvait se dire, OK, c'était une bonne idée et ça l'a clairement été. Mais tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les avis Google Maps. Tu vois, il faut se dire, en 2016, c'est l'arrivée des avis Maps. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment les gens trouvaient un restaurant s'il n'y avait pas les avis Google Maps? Comment je trouvais un docteur? Pourquoi les gens ne laissaient pas d'avis sur Leroy Merlin? Il y avait juste l'information. Et en fait, ça paraît absurde, mais quand le business a été créé, il a été créé comme avec la valeur de mettre à jour les données sur 118 000, 118 712, 118 218, l'annuaire de la Poste, etc. Donc, des annuaires aujourd'hui, tu te dis ça sert à rien. Et en fait, sur cette brique, a pu se construire parce qu'il y a une évolution du marché qui a été folle, à savoir l'explosion de Google Maps notamment, l'arrivée des avis Facebook, la notion de e-réputation qui n'était pas du tout existante en 2014 pour des avis publics. Les gens faisaient des avis privés, tu vois, tu faisais des enquêtes, mais tu te posais moins la question de quelle est ma réputation en ligne. Il n'y avait pas cette notion d'UGC, les User Generated Content. Les smartphones, c'était 2010, donc l'explosion de la vidéo, des photos, l'importance des réseaux sociaux. Donc le premier truc, c'est de se dire, OK, on a eu de la chance parce qu'on s'est positionné sur un marché qui a explosé. C'est-à-dire qu'en 2014, si je suis le directeur marketing de Toyota, le truc le plus important pour moi, c'est mon site internet. En 2025, si je suis le directeur marketing de Toyota, le plus important pour moi, c'est ma présence en ligne sur les plateformes, sur Maps, sur TikTok, sur Facebook, etc. Et même dans la manière dont on crée le contenu, etc. Donc notre marché, il a switché. Et aujourd'hui, nous, on fait la gestion des messageries WhatsApp avec de l'IA. Donc ça s'est développé de manière folle et nous, on était accrochés à un marché qui a explosé. La deuxième question, c'est qu'on n'était pas les seuls à être accrochés à ce marché. C'est-à-dire qu'on a été sur un marché ultra concurrentiel où tu avais 5, 7 acteurs en France. Et il se trouve qu'on a eu la chance et l'exécution d'arriver premier de ce marché en France. Ensuite, on a eu les arrivées de concurrents internationaux, américains, allemands, qui faisaient 400 millions, 200 millions, enfin, à l'époque, de revenus. Donc qui était beaucoup plus gros, il a fallu se battre contre eux, etc. Donc je pense que sur la notion de marché, on a eu beaucoup de chance, sur la notion d'exécution, on a eu beaucoup de travail. Comment on se bat avec des concurrents aussi grands face à soi? C'est ce que je raconte dans le livre Startup and Down. En fait, je raconte un peu les différentes crises qu'on a vécues chez Partout. Il y a 4 crises qu'on a vécues. Il y a la première, la crise de la dette technique. Donc comment tu fais quand tu as un gros bug ou des problèmes de tech, quand ta plateforme est moins stable. La deuxième, c'est la crise de la concurrence. La troisième, c'est la crise du Covid. Et la quatrième, c'est la crise du financement. Celle dont tu parles, c'est la crise de la concurrence. C'est en 2019, on a un concurrent américain qui arrive, qui fait à l'époque 200 millions de revenus, qui est valorisé 1,5 milliard en bourse au Nasdaq aux États-Unis, et qui dit « je vais recruter 300 personnes pour prendre le marché européen ». Et on a un peu flippé, parce que nous, on faisait 6 millions de revenus, 5 millions de revenus, et on était autofinancé. C'est-à-dire que quand nous, on avait 5 millions, eux, ils avaient 200 pour produire le même produit. Et il y a eu plein de choses qu'on a mises en place. Et parmi les choses qu'on a mises en place, la première, c'est qu'on s'est dit on ne peut pas devenir leader de ce marché mondial si on copie et on suit ce qu'ils ont fait. Donc on va essayer de créer notre propre voie et de créer quelque chose de différent. Et ça a été le moment où on a défini d'une part nos éléments différenciants et d'autre part notre vision qu'on a voulu vraiment différente de ce qui se faisait. Et on s'est dit, sur notre marché, les gens qui mettent à jour les informations, les gens qui mettent à jour qui répondent aux avis sur un réseau, que ce soit un Carrefour ou un Crédit Agricole, tu vois, ça c'est des types de clients. Ceux qui sont vraiment touchés par ces sujets et qui connaissent l'information, c'est le local. Et donc nous, on s'est dit, on va créer une app mobile. Et plutôt que de faire toute la gestion de la réputation par les équipes centrales, on va les donner en local. Et notre app mobile, ça va être un élément différenciant qui va être de dire, en fait, on va donner
la possibilité aux responsables d'Etam ou de Kingsway de gérer sa réputation, de gérer ses posts, ses photos, ses informations. Et à l'époque, en 2019, tous nos clients nous disaient mais jamais le responsable de magasin de Kingsway, on lui laissera, je prends Kingsway, mais ça pourrait être n'importe quel, on lui laissera répondre aux avis, il va insulter les gens, ou il n'est pas mature, ou on a des clients qui sont dans le BTP, etc. Ils disent mais ils ne se connaissent pas le digital. Et on a pris le pari que le marché allait aller vers une dimension beaucoup plus locale, en se disant si je suis un réseau de points de vente, je ne peux pas faire ma transformation digitale si je n'embarque pas les gens dans les magasins. Tu vois, juste ce truc-là qui était assez différenciant par rapport à tout ce qui se faisait sur le marché, on l'a posé et ensuite on s'est dit qu'est-ce qui en découle ? Il en découle une app mobile, il en découle un support. Donc on a une grosse équipe support qui permet de répondre aux questions quasiment en temps réel de nos clients. Il en découle la simplicité de l'interface. Donc on a redéfini les valeurs. Donc on s'est dit si notre utilisateur final, c'est le responsable de magasin, notre plateforme elle peut pas être trop complexe. Et dans le monde du logiciel, tu as un peu deux types de plateformes. Tu as les plateformes très complètes et très complexes, que vont être par exemple Salesforce. Si tu as utilisé Salesforce, c'est extrêmement complexe, extrêmement puissant, mais tu ne peux pas le mettre dans la main d'un responsable de magasin, ou en tout cas, il faut bien le former. Et tu as d'autres plateformes comme Slack, où tu peux imaginer Apple, où tu peux concrètement le mettre dans la main de beaucoup de gens, et la simplicité de la plateforme va être une force. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va mettre une target qui est une vision long terme, et ensuite on va en découler notre strat. Et donc en 2018-2019, on a perdu beaucoup d'appels d'offres parce qu'il nous manquait certaines fonctionnalités et on ne pouvait pas faire la course aux fonctionnalités. Et donc on leur disait, oui, on n'a pas cette fonctionnalité, ce truc-là, on l'a pas, ok. Et au fur et à mesure, en fait, à partir de 2020, 2021, 2022, on a récupéré des clients, on continue à récupérer des clients de nos concurrents étrangers qui sont arrivés sur le marché français par une proposition de valeur qui est différente. Et ça a été aussi un gros retournement. Et aussi, point qui est hyper important, je pense, c'est que la concurrence nous a beaucoup aidés sur deux aspects. Quand tu as de la concurrence, c'est bien parce que ça éduque le marché. Donc nos concurrents, ils sont arrivés avec des prix qui étaient 2 fois supérieurs aux nôtres, 3 fois supérieurs aux nôtres. Ça nous a permis de montrer la valeur. Et quand tu as 4 personnes qui viennent, toi, directeur marketing de Renault, te proposer la même solution, tu es éduqué aux besoins de mettre à jour tes informations. Donc ça a été hyper bien pour la maturité du marché. Et ça a été aussi hyper bien pour la maturité de notre entreprise. Parce qu'en fait, quand tu perds un deal et que le concurrent il est pricé 2 ou 3 fois plus que toi, tu te dis, OK, en fait, il y a un truc que j'ai raté, il y a un discours que j'ai pas, et peut-être que je suis pas capé pour faire des gros appels d'offres. Et donc, en fait, on a beaucoup pris exemple sur nos concurrents étrangers, et je pense que les Américains ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière de mener un appel d'offres, sur la manière de vendre aussi. Et je pense qu'on a encore tellement à apprendre, je parle de partout, mais de toutes les entreprises logicielles françaises. On est très loin des compétences commerciales qui sont développées aux États-Unis notamment. Complètement. Je te rejoins en tout point. Je reviens sur les différentes crises que tu as évoquées. Donc, tu parlais de crise technique, Ouais. De crise concurrentielle, Ouais. liée à la concurrence, de crise du Covid et la crise de la finance, du financement. Il y a un parti pris qui a été fait dès le départ, c'est que vous êtes bootstrap. Ouais. Donc, on mettra toutes les explications de certains mots-clés qu'on a utilisés, bootstrap, SaaS et j'en passe, à chaque fois. Donc, vous êtes autofinancé dès le premier jour. Donc, le but, c'est d'être rentable dès le premier jour et vous n'avez pas fait de levée de fonds. Vous avez même pris la décision du coup de faire de la dette par la suite. Quelle a été la raison de ce choix stratégique de ne pas faire de levée de fonds avant qu'on rentre dans l'histoire de cette fameuse dette levée pour pouvoir avancer ? La raison, c'était, je pense que mon associé Thibaut, il a toujours dit, même quand je suis arrivé, je ne veux pas avoir fait un PowerPoint d'explication à chaque fois que je dois prendre une décision, je veux être un peu maître de mes décisions. Et c'était un peu cette notion d'indépendance, un de ces aspects-là. Tu as un autre aspect qui est aussi que notre business, pendant longtemps, en tout cas au début, était vu comme un business qui a été moins intéressant pour les fonds parce que, un peu, je dirais basique, on met à jour des informations, etc. Donc, tu as eu ces deux aspects. Un aspect, c'était une volonté, et l'autre aspect, et un troisième. Donc, un, c'était la volonté un peu de ne pas devoir tout expliquer, d'être assez indépendant. La deuxième, c'est que notre business n'était pas forcément le truc le plus attractif pour des fonds à cette époque. Et le troisième, c'était qu'on ne voulait pas grandir trop vite. Je me rappelle, on se disait, on veut faire que x2 en termes de nombre de personnes pour garder la culture, prendre le temps. On était first time tous les deux entrepreneurs, donc entrepreneurs pour la première fois. On n'avait jamais monté d'entreprise. Et donc, on était aussi un peu stressé de quels sont les choix qu'il faut faire. Et quand tu veux lever des fonds, tu dois accélérer très vite.
parce qu'en fait, on te met de l'argent et on s'attend à ce que tu le dépenses. Or, nous, quand on faisait 4 millions, ce qu'on demandait, c'était 2 millions. C'est absurde aujourd'hui dans l'écosystème tech français et même mondial. Quand tu fais un certain chiffre d'affaires, tu dois demander quand même beaucoup, sinon on considère que tu n'es pas ambitieux. Et donc, quand on proposait ce genre de deal à des fonds, ils nous disaient non, vous devriez plutôt lever 15 millions plutôt que 2 millions. C'était l'époque des années 2021-2022 où les levées elles étaient faramineuses. Les fonds avaient beaucoup d'argent aussi. Et donc, quand tu as beaucoup d'argent, tu dois le dépenser. Et donc, tu dois faire des grosses levées, etc. Donc, nous, ça a été une période 2019. On a commencé à parler à des fonds, on en a reparlé après. Mais il y a un moment, surtout en 2019, où on se disait, OK, on veut stabiliser les choses. On sortait de la crise de la dette technique, on avait plein d'enjeux. Et on a parlé avec une société qui s'appelle Fimalac, qui détient aussi Webedia. Webedia, c'est une société qui détient aussi Allociné. C'est une galaxie de plein d'entreprises. Et Fimalac a pris des parts de partout, a racheté des parts de certains actionnaires et a mis de la dette. Et donc, ce modèle où, en fait, c'était un fonds d'investissement, mais français, qui est plus, je dirais, traditionnel dans l'approche, avec une approche sous la forme de dette et non pas sous la forme de capital equity. Donc, ça, c'est le terme un peu technique, mais nous a pas mal séduit. Et aussi, Webedia nous apportait pas mal de relations avec des comptes clients, puisque les comptes clients de Webedia sont aussi des clients de partout. Et donc, on a bénéficié beaucoup de synergies commerciales. Donc, si je dois expliquer, c'est volonté d'indépendance pendant un moment, difficulté à nous aligner avec les intérêts des fonds et opportunité à la fin de trouver un actionnaire qui a un fonds, mais un peu différent. Ouais, finalement, on te propose un mécanisme financier qui vous plaît davantage et qui est plus aligné avec votre vision de la chose, finalement avec une sorte de ligne de crédit qui permet d'avancer. Exactement. En 2018, il y a un gros coup dur également, le CTO part, le turnover s'accélère. C'est quoi ta première pensée et comment on gère une crise humaine comme celle-ci pour la première fois, vu que tu l'évoquais, vous étiez tous les deux pour la première fois entrepreneurs? Ouais, toute la période 2018 a été un peu... Moi, je suis arrivé en 2017 et toute la période 2018 a été un peu mouvementée. Notamment, enfin, pas d'un point de vue business, parce qu'on arrivait à très bien vendre, le chiffre d'affaires se développait, etc., mais d'un point de vue technique, où on avait construit la plateforme sur des bases qui n'étaient pas assez solides. Et quand tu construis comme ça, en fait, tu accumules ce qu'on appelle de la dette technique, c'est-à-dire que tu fais un code qui n'est pas stable, et si tu construis dessus, tu accumules des intérêts sur cette dette, et après, à un moment, tu dois rembourser cette dette. C'est une image, hein, mais quand tu dis rembourser cette dette, c'est que tu dois payer pour les choses que tu as fait trop rapidement. Tu vois. Et donc, on est arrivé à un moment où on a recruté un nouveau CTO, il nous a dit, bon, les gars, il y a trop de code qui n'est pas utile, vous avez écrit trop de texte pour faire des choses qui pourraient être beaucoup plus simples. Et donc, on l'a appelé la machete. Il coupait des milliers, de millions de lignes de code dans le back-office en disant « bon, ça sert à rien, on va le remplacer par du code plus court ». Plus ton code est court, donc c'est comme de l'écrit, plus il est maintenable, plus il est simple à comprendre pour les autres qui vont arriver. Sauf qu'en fait, c'était vraiment... c'était très long de nettoyer tout ça. Donc, pendant 1 an, on a fait ce qu'on appelle du refactoring. C'est que tu prends tout ce que tu as fait, mais tu le refais en mieux. En fait, je pense que pendant les 3 premières années d'une startup, l'enjeu, c'est d'aller vite et de montrer que tu es capable de faire du chiffre d'affaires. Et donc, l'enjeu, il est de faire ton produit, peu importe s'il est bien fait ou parfaitement fait. Sauf que dans la phase de scale, si tu t'appuies sur des bases qui ne sont pas assez solides, en fait, ton scale, il ne marchera pas parce que tu vas payer des intérêts sur une dette et tout ce que tu construis par-dessus est construit sur des bases pas solides. Et donc, en 2018, on a pris la décision, qui n'était pas vraiment une décision puisqu'on était forcé parce qu'il y avait tout commençait à péter un peu, de repartir sur une année blanche où on a tout refait de zéro. Et donc, on a eu notre CTO qui est parti et toute l'équipe tech qui est partie parce qu'ils en avaient marre de faire du refactoring. On n'avait plus qu'un développeur et notre CPO, Savinien, qui est toujours chez Partout 7 ans après. Et ils ont tout reconstruit. Et en fait, pour la première fois, alors nous, on était autofinancés, on a décidé de mettre beaucoup plus d'argent dans la tech, de payer des cabines de recrutement, qui est une dépense qui est assez élevée à l'époque pour nous, uniquement pour la partie tech, et de recruter une équipe entière pour repartir sur des bases solides. Et ça a été assez dur parce que pendant 1 an, toutes les équipes métiers, elles devaient compenser des faiblesses techniques. Et quand on est sorti de ça avec tout qui avait été reconstruit, donc 2019, c'est là où les concurrents sont arrivés. Donc oui, c'était un peu un enchaînement. De toute façon, la vie d'une entreprise de manière générale, c'est un peu un enchaînement de phases d'euphorie et de phases de down. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là.
Et le tout en continuant du coup à accélérer la croissance, parce que tu as des clients qui arrivent, Oui. qui arrivent, mais toi, de l'autre côté, tu as la dette technique qui s'accumule, en même temps, tu es en train d'essayer de reconstruire. C'était quoi le plus compliqué, le plus difficile à gérer? C'était l'humain ou la technique? C'était plutôt l'humain. En fait, on a eu plein de sujets. Je pense que quand tu as des cas, des crises, tu peux vite avoir des scissions dans l'entreprise ou des problématiques où des gens en veulent à d'autres. Et donc, nous, on avait une équipe qu'on appelle Success et clients. Donc, c'est gestion client. Donc, Ouais. tous ceux qui gèrent les clients et de l'autre côté, l'équipe technique. Et je me rappelle, on avait la table était à côté. Donc, on avait l'équipe qui gérait les clients et l'équipe qui développait les produits qui étaient à côté. Dans la même pièce. Dans la même pièce. Et donc, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un bug, il se levait, il allait voir un dev qui était en train de développer une fonctionnalité, il dit « Ouais, là, j'ai un problème, est-ce que tu peux me la corriger ?» Et rester derrière à regarder ce que le développeur faisait jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Et donc, il y avait vraiment une sorte... ils étaient forcés parce qu'il y avait quand même pas mal de pression sur des clients et donc ça cassait un peu le déroulé normal d'une résolution de bug. Normalement, une résolution de bug, tu as la personne du métier, donc la personne de la gestion client, qui identifie un bug. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voir si c'est un bug ou si c'est une fonctionnalité qui manque ou si c'est un problème, en fait, le client a cliqué sur un mauvais truc. Donc, en gros, il doit faire une exploration, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et quand il a vraiment compris ce qui s'était passé, il le passe à l'équipe tech. Et normalement, ce travail d'interface entre les besoins métiers des clients et les aspects techniques, ils sont faits par une équipe qu'on appelle l'équipe produit. Cette équipe produit, c'est les product managers. Alors à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, puisque le métier, les métiers dans le SaaS, donc le logiciel, il y a eu beaucoup plus de maturation de ces métiers, donc maintenant on sait qui doit faire quoi, mais à l'époque, c'était pas aussi évident. Et donc on a recruté une équipe produit entre les deux, qui devait prendre les bugs, voir de quoi il s'agissait, et quand nécessaire, uniquement les passer à l'équipe tech. Et donc le premier truc qu'on a fait, ça a été de séparer dans 2 salles différentes les équipes tech et les équipes gestion client. Et ça avait fait un peu un scandale et on l'avait décidé en une demi-journée. En gros, j'étais avec Thibaut, on a dit il faut faire ça, là, c'est plus possible. Et on avait dit ok, tout le monde déménage maintenant. Donc c'est un peu traumatisant pour les équipes parce que c'est un peu cash. Et en fait, c'était une très bonne décision parce que ça a permis de calmer un peu cette tension-là. Et tu as une deuxième tension qui est de savoir quand est-ce que ça va être résolu de manière globale. C'est-à-dire les équipes métiers, les gens qui gèrent les clients, ils ont besoin de savoir est-ce que ça va continuer comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois, et de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Et je pense que dans cette période-là, ce qu'on a beaucoup appris, c'est quand tu es entrepreneur, il faut avoir un peu les 2 jambes de la gestion de crise. C'est la transparence et reconnaître quand ça ne va pas, puisque de toute façon les gens le voient. Et cette première jambe, c'est un peu la lucidité des problèmes actuels. Et être assez transparent, dire oui, on a ce problème-là. Et donc, ne jamais cacher les problèmes. C'est la première jambe de la gestion de crise. Et la deuxième jambe, c'est la confiance dans notre capacité à les résoudre. Si tu n'es pas confiant dans la capacité à résoudre tes problèmes actuels, tout le monde va partir et être démotivé. Si tu ne reconnais pas tes problèmes actuels, les gens ne peuvent pas avoir confiance en toi puisqu'ils ont l'impression que tu mens. Et donc, c'est transparence et confiance dans l'avenir. Et donc, c'était un truc qu'on n'arrêtait pas de répéter en disant « Regardez, on a plein de clients, le produit, il y a certains problèmes, mais on est en train de voir le bout du truc. » Et en fait, ce qui est dur, c'est que les gens sont un peu bloqués dans leur quotidien. Et c'est normal. Et le quotidien, il n'était pas facile. Mais le plus dur, c'était de réengager les gens. Et on avait de la chance, on a de la chance, les équipes... toutes les équipes qui étaient de l'époque, il y en a beaucoup qui sont encore là aujourd'hui. Et c'était des gens qui croyaient énormément au projet, qui étaient à fond, qu'on connaissait très bien. On devait être une 50aine, donc on était tous très très proches. Et on a passé cette crise qui nous a beaucoup rapprochés, en fait, paradoxalement. C'est intéressant parce que tu réponds à ma question suivante qui était comment les garder motivés quand c'est difficile, c'est compliqué, voire tout s'écroule entre guillemets parce que finalement tu as des dettes techniques à gauche à droite, tu dois boucher les trous à gauche à droite, etc. Et c'est compliqué à gérer. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, toi, tu as douté ou tu as eu presque envie d'arrêter ou tu t'es dit comment on va avoir le bout? Je pense moi, je suis quelqu'un d'assez émotif de manière générale, donc j'ai beaucoup de up and down et j'ai appris à être un peu plus stable sur ça. Mon associé Thibaut, il est plus posé, moins émotionnel et plus stable sur ça. Et c'est des choses que j'ai appris en tant qu'entrepreneur. C'est que déjà, tout le monde te regarde quand il y a un problème. Et donc, il faut être capable, même si tu as des doutes, de ne pas forcément les montrer ou en tout cas de les apaiser. Et ça, pour les bonnes nouvelles ou les moins bonnes nouvelles, tu es un peu
toute façon, si tu commences trop à être émotif, ta journée, tu tiens pas parce que tu as 100 bonnes nouvelles, 100 mauvaises nouvelles. Et donc, le premier truc, c'est d'essayer de travailler sur ce qu'on montre. Après, ce qu'on pense, je pense qu'il y a des jours où on se dit c'est catastrophique et des jours où on se dit ça va être c'est dingue, mais il faut juste aussi essayer de se tempérer. Tu as des jours, le lundi soir, moi je suis toujours down. Tu as des jours où tu es bien, etc. Donc c'est aussi apprendre à se connaître et se dire qu'il y a du long terme. Je sais pas, je pense pas qu'on est. Moi en tout cas, je me dis qu'on n'a pas trop douté sur le long terme de partout parce qu'on voyait tout le potentiel. Mais il y a un moment où on s'est dit ouais, on peut faire faillite, c'est sûr. Il y a une possibilité que ça ne marche pas et que la boîte s'arrête. Notamment parce que quand tu es autofinancé, ton matelas de sécurité, il peut se réduire. Donc, imaginons, tu payes 500 000 € de salaire tous les mois, et en banque, tu as 300 000 € ou 500 000, j'en sais rien. Et ce matelas, s'il est réduit, le jour où tu ne peux plus payer tes salaires, en fait, ton entreprise, déjà, tu brises la confiance avec tes salariés et ton entreprise, elle est vraiment mise en danger. Donc, ce qui était stressant, c'est plutôt la partie financière que la partie produit, où on voyait que les clients, ils étaient intéressés. Finalement, les clients, ils étaient quand même contents. Ça, c'est un truc qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, le plus dur pendant cette période, ça n'a pas été l'insatisfaction client, ça a été la pression pour les équipes. Parce que quand un client est insatisfait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait manuellement des choses qu'on aurait dû faire techniquement. Et donc, on a compensé nos problèmes techniques par une surimplication des équipes gestion. Donc, ouais, le truc qui m'a fait le plus stresser, je pense, à cette période, c'était les aspects financiers, en me disant, OK, là, on commence à toucher un peu à la fin du matelas, et ça peut être dangereux. C'est quoi la décision la plus risquée que vous ayez dû prendre ? En fait, je dirais que toutes les décisions ont été un peu risquées. À cette période-là, déjà, tu vois, je pense que le recrutement, c'est quelque chose de risqué. Quand tu choisis une personne et que tu n'as plus de développeurs, choisir ton CTO, par exemple, ton prochain CTO, c'est quelque chose d'assez risqué. On a eu 2 CTO depuis. Jonas, notre CTO, maintenant depuis 6 ans. Et donc, à un moment, faire confiance à quelqu'un qui va tout reprendre ton équipe technique, c'était assez risqué. Et je trouve que recruter aussi des nouveaux postes que tu ne connais pas sont aussi des décisions assez risquées. Quand on a recruté Savinien, qui est notre CPO, qui est juste quelqu'un d'exceptionnel, qui a remis beaucoup de choses en ordre, c'était assez risqué parce que c'est un poste qu'on ne maîtrisait pas. C'est assez difficile parce que quand tu recrutes un CTO ou un CPO, moi, je n'ai pas du tout des compétences techniques ni produits. Et donc, tu dois aussi challenger ces personnes. Je sais pas si, quand tu manages des développeurs, tu ne peux pas checker leur code, etc. C'est différent des équipes métiers. Donc, ouais, je pense que le recrutement, c'était des risques. Et après, tu peux avoir des cas d'orientation de produits. Je pense qu'on a pris plus de risques. À l'époque, on prenait peut-être un peu moins de risques parce qu'on devait gérer beaucoup de problèmes. Et ensuite, on a pris plus de risques dans les ouvertures de pays. On a ouvert des pays comme l'Inde qu'on a fermé. Enfin, plus tard, on a pris plus de risques, je pense. Parce que, en fait, quand ta boîte va moins bien, tu essaies de stabiliser. Et quand ta boîte va mieux, tu prends plus de risques parce que tu peux en prendre plus parce que ta boîte va mieux. Et il y a le fondateur de Odoo qui disait, que je mets dans le livre, que je trouve assez intéressant, c'est si ma boîte va trop bien, c'est qu'on ne va pas assez vite. Et c'est un peu cette réflexion, c'est quand ça ne va pas très bien, vaut mieux essayer de stabiliser tout ce que tu peux. Et quand tu te sens d'avoir le jus, la motivation, c'est là où tu vas prendre des risques. Donc on a plutôt pris des risques entre 2022 et 2023. Super. Tu parles de recrutement également, c'est un vrai sujet. Ouais. Vous êtes passé d'une quinzaine de personnes à 50 personnes, à maintenant 350 personnes. Donc c'est colossal. Est-ce que tu peux déjà nous décrire un petit peu ce que font toutes ces personnes ? Parce que ça fait beaucoup de personnes. En gros, pour simplifier, tu as 4 équipes. Tu as une équipe qu'on appelle l'équipe tech. C'est une équipe en charge du produit et de développer l'interface de partout qui permet aux gens de mettre à jour les informations, de gérer leurs avis, etc., l'application mobile. Tout ça, c'est une équipe. Dedans, il y a des product managers, des data, des designers, etc. Ça, c'est la première équipe, c'est l'équipe tech. Ensuite, tu as une deuxième équipe qu'on appelle l'équipe revenu. Eux, c'est ceux en charge de signer des nouveaux clients ou de vendre des nouveaux produits aux clients existants. Cette équipe revenu, elle va être composée d'équipes marketing, commerciales, tu as différents types de commerciaux. Ça, je l'ai beaucoup expliqué dans Start to Scale, comment structurer une équipe commerciale avec différents postes en fonction de la phase de scale. Donc, technique, revenu. Ensuite, tu as une troisième, c'est gestion client. Sur la partie gestion client, ça va être des gens qui vont soit être en contact direct avec les clients pour dire bonjour, directeur marketing de BNP, voilà ce qu'on a fait, et donc t'expliquer, c'est ce qu'on appelle les customer success. Et tu as l'équipe support, qui là va être plus en charge de répondre
aux questions des clients sur la plateforme. Il y a un problème ici ou j'ai une question sur ça. Ça, c'est l'équipe gestion client. Et tu as une dernière équipe qu'on appelle Scale, qui comprend toutes les équipes, qui permet de structurer ton entreprise sur le long terme. Dans l'équipe Scale, tu vas avoir l'équipe finance, l'équipe RH et l'équipe direction, opération et l'équipe de direction un peu. Ouais. Okay. Donc ça fait 5 équipes. 4. Tech, revenu, gestion client, Scale. Okay. Et dans l'équipe Scale, tu as RH, finance, opération, stratégie. Ok, d'accord. Et tu peux considérer que ça fait un quart chez nous. D'accord, très clair. J'avais dissocié gestion client et support, c'est pour ça. Non, dans gestion client, tu as Customer Success et Customer Care qu'on appelle le support. Très clair. Et du coup, à la tête de toutes ces équipes, j'imagine que tu as des C-level, notamment ton CPO, ton CTO, etc. Est-ce que vous les avez fait rentrer au capital ? Si oui, est-ce que c'était directement dès leur entrée ou est-ce qu'il y a eu du vesting, comme tu l'as évoqué tout à l'heure avec… Il y a toujours du vesting. Ouais. Si tu prends en fait ceux qui sont arrivés, typiquement Vincent, qui est le directeur commercial, il est arrivé 1 an avant moi. Donc lui, ça fait 9 ans qu'il est dans la société. Et en fait, moi, j'ai été aligné d'ailleurs sur ses objectifs. Tu sais, je te disais, j'ai vesté, il y avait aussi des objectifs. On était alignés tous les deux sur les mêmes objectifs, etc. Donc oui, on est tous au capital. Et en fonction des dates d'arrivée, tu as plus ou moins de capital. Et après, ça peut être soit des actions gratuites, soit des BSPCE. Tu as plein de mécanismes en fait, qui permettent d'intéressement au capital dans les entreprises. Ok. Et pour donner un ordre d'idée par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent peut-être ces questions, qui doivent recruter des C-level et les talents, soit ça coûte cher, soit on leur donne du capital, combien de pourcentage du capital vous vous êtes donné d'ouvrir et de distribuer aux équipes ? En fait, ça dépend vraiment de la valorisation de ton entreprise. C'est-à-dire que si tu considères, tu vois, à une certaine époque, donc pour calculer la valorisation d'une entreprise, tu vas prendre en SaaS, donc en logiciel, tu vas prendre les revenus fois un multiple. Donc, imaginons, tu vas te dire, j'ai ma valorisation, je fais 1 million de revenus, je valorise ça 5 ou 7 fois ou 10 fois, donc mon entreprise, elle vaut 10 millions. En fonction de ces 10 millions, tu vas dire combien je pense donner en capital à cette personne. Donc ça, c'est des actions gratuites. Et donc, tu peux donner, je sais pas, si tu donnes 1%, ça veut dire que c'est comme si tu donnais 100 000. Tu vois, donc ça commence à être des chiffres importants. Ça, c'est ce qu'on donne en termes d'actions gratuites. Donc déjà, c'est un concept. Je pense que la meilleure manière de définir le pourcentage qu'on donne, c'est déjà de prendre sa valorisation, de regarder combien vaut 1%, 2%, 3%, 4%, et de donner en se disant, est-ce que si je donne 300 000, 400 000, 500 000 à cette personne, ça fait du sens. La deuxième chose, c'est les BSPCE. Les BSPCE, c'est un droit d'acheter des parts à une valorisation prédéfinie plus tard. Donc, imaginons, mon entreprise, elle vaut 10 millions aujourd'hui, et je donne un BSPCE à quelqu'un qui lui permet d'acheter des parts à une valorisation de 10 millions. Si demain, ou dans 3 ans, mon entreprise, elle vaut 100 millions, ben, la personne, elle pourra acheter à 10 millions et vendre à 100. Et donc, elle fera fois 10. Okay, je ne sais pas si c'est… Très clair, bien sûr, très clair. Justement, par rapport à tous ces enjeux de recrutement, de scale, et on va en parler de ces 2 livres que tu as écrits, mais comment tu gardes la culture d'une entreprise forte, puissante et surtout, on va dire, linéaire sur le long terme, où est-ce qu'elle évolue peut-être aussi, pour pouvoir faire en sorte de motiver et d'engager toutes les personnes qui rejoignent l'entité. Ouais, la culture, je pense, c'est le sujet qu'on a le plus travaillé chez Partout avec Thibaut, avec tous les managers et notre DRH. La première chose, ça a été de définir très tôt les valeurs de Partout. Quand moi je suis arrivé, on avait déjà défini les valeurs de Partout. Il y en avait 3 et ensuite on a rajouté plusieurs, 2 autres. Les 3 historiques, c'était curiosité, empathie et fun. Et en fait, la première chose, ça a été déjà de s'aligner sur ces valeurs, se dire qu'est-ce que ça veut dire d'être curieux chez Partout. Donc les do and don'ts, donc comme la boîte internationale, on a beaucoup de trucs en anglais, mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ça va permettre de guider énormément de décisions d'entreprise. Les valeurs, elles vont permettre de guider des décisions de recrutement, qui tu promets ou pas, de qui tu te sépares, quel choix tu fais sur certains sujets techniques ou complexes. Et donc, si je prends un exemple, quand on recrute chez Partout, on va essayer de voir si la personne elle correspond aux valeurs qu'on a. Et donc, par exemple, moi, une question que je vais poser, c'est comment tu t'es renseigné sur Partout. Donc, si j'arrive en fin d'entretien, en fin de parcours, je vais dire, voilà, c'est quoi toutes les choses que tu as faites pour te renseigner. Si la personne, elle n'a pas vraiment poussé le truc, c'est qu'elle n'est pas assez curieuse et donc peut-être qu'elle ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui existe en ligne et
Et je pense que sur toutes les entreprises, on peut chercher plein de choses. Et si tu veux rejoindre vraiment une entreprise et que tu es curieux, bah, tu vas pouvoir vraiment comprendre plein de choses. Donc ça va être une question. Tu vas avoir des questions autour aussi de l'empathie. On va voir est-ce que si la personne elle commence à critiquer très fortement son ancien employeur en montrant assez peu d'empathie, en disant ouais, franchement c'est des cons ou quelque chose comme ça. Tu vas directement te dire bon bah en fait cette personne peut-être qu'elle ne matche pas avec certaines de nos valeurs. Donc tu vas avoir des questions sur l'entretien. Et ensuite dans l'entreprise, maintenant on est une boîte donc, de 350 personnes, tu as des évaluations annuelles. Et dans ces évaluations annuelles, tu dois évaluer les personnes un peu en se disant comment la personne a performé. Donc, tu as la partie qu'on appelle le what. Donc, c'est qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait tes objectifs commerciaux, est-ce que tu as bien produit, est-ce que ton travail est de qualité. Et tu as le how, c'est-à-dire comment tu as fait ces choses-là, en respectant quelles valeurs, dans quel état d'esprit, est-ce que tu es motivé, est-ce que tu es curieux, est-ce que tu vas voir les gens, est-ce que tu es empathique, etc. Donc tu as ces deux aspects même dans les évaluations annuelles, ce qui fait qu'on va promouvoir et on va valoriser les personnes qui sont en alignement avec ces valeurs. Donc ça, tu as ces aspects. Et tu as un autre truc qui est d'essayer de faire en sorte que ces valeurs elles soient vécues au quotidien dans l'entreprise. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des rituels. Les rituels en startup, ça va être, ou en scale-up, pour n'importe quelle société, c'est des moments dans lesquels tu vas essayer d'ancrer ces valeurs dans les comportements des gens. Donc, par exemple, tu vas nous on fait les Partout Academy tous les vendredis. On fait venir des entrepreneurs. Bienvenue si tu veux venir raconter ton parcours directement au sein de Partout. Tous les vendredis, on fait inviter des gens et ils vont raconter leur histoire. Et il y a aussi des sportifs. On a fait venir des basketteurs, des tennisman, plein de gens qui viennent raconter un peu leur expérience. Ça, c'est autour de la curiosité. Sur l'empathie, on fait des vies ma vie, c'est-à-dire que un développeur va potentiellement faire le travail du support pour regarder quel est son quotidien et inversement, quelqu'un du support va essayer de comprendre comment on développe un produit pour essayer que les équipes soient plus empathiques les unes avec les autres. Pareil, on essaie d'éviter tout ce qui est critique, de parler mal si un client fait quelque chose de bête, on ne peut pas dire c'est stupide ou ce genre de choses, on essaie de garder vraiment une empathie. Donc, tu as toute la partie rituelle qui est assez important. Et le dernier point qui est important pour ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un concept qu'on appelle le mimétisme social. Le mimétisme social, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup chez Partout, c'est que les gens qui arrivent dans une entreprise ou dans un groupe d'amis ou dans une famille, ils ont tendance à mimer ou en tout cas à répliquer des comportements qui sont valorisés ou qui sont prépondérants. Donc, si tu es dans une famille où tout le monde se crie dessus, tu auras quand même plus de tendance à crier sur les autres. Et si tu es dans un groupe d'amis où les gens commencent à faire des blagues racistes, tu as plus de chances d'en faire. Et donc, les comportements très négatifs peuvent être très facilement répliqués. Au contraire, si tu vois des gens qui sourient, qui remercient tout le temps, etc., et c'est assez marquant, je trouve, moi, à quel point un groupe d'individus peut avoir un impact sur le comportement d'un individu. S'il veut s'intégrer, il va faire certaines actions. Et donc, je pense que c'est pour ça que des entreprises comme Amazon, tu vois, Jeff Bezos a autant d'impact sur la culture de l'entreprise Amazon, parce qu'en fait, par cercle concentrique, quand Amazon s'est construit, tu as d'une part des gens qui ont été recrutés, qui correspondent à ces valeurs, mais aussi des gens qui ont été recrutés, qui sont mis en conformité avec un système de valeurs qui vont être pour Amazon l'efficacité, la frugalité, enfin plein de concepts qu'ils ont vachement ancrés dans leur culture. Et chaque culture est différente, que ce soit Google, Facebook, Netflix, etc. Et donc, chez Partout, en essayant de travailler sur le mimétisme social, en se disant, OK, quand une personne arrive, il faut vraiment qu'elle comprenne comment on travaille et qu'on lui montre les comportements qu'on valorise, qui sont par exemple, quand une personne arrive chez Partout, on espère que les gens vont être hyper curieux de qui elle est, pourquoi elle vient, etc. et de vachement bien l'accueillir. Et moi, ce que j'ai toujours dans les formations, c'est vous allez accueillir dans 3 mois des nouvelles personnes et il faudra que vous vous montriez curieux, empathique, etc. Et donc, plein de petites choses vont faire que tu vas valoriser ça en termes de culture. Là, la culture, on pourra en faire un épisode de 2 heures parce que c'est quelques sujets qu'on a beaucoup poussés. Mais dans Start to Scale notamment, j'ai beaucoup poussé des sujets sur notamment la culture managériale, des concepts comme le concept de First Team, qui fait que les managers doivent être très proches les uns des autres et que ta première équipe, c'est ton équipe managériale. Et depuis le début de la discussion, je pense que tu te rends compte un peu, j'aime bien les sujets un peu théoriques et comment les appliquer en réalité. Et on l'a beaucoup fait ça chez Partout. On s'est beaucoup dit, OK, il y a plein de théories sur ces sujets-là. Et comment on fait en sorte pour que ces théories puissent être appliquées concrètement dans l'entreprise au quotidien. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce premier bouquin, Start to Scale, en 2023 et désormais également en 2025 le nouveau
Tu as toujours voulu être écrivain, tu as toujours Ah, voulu transmettre? je me considère pas écrivain, mais c'est plus. Non, j'ai toujours voulu transmettre. Ouais. Genre, je trouve que c'est. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, je trouve ça très intéressant de partager et surtout partager dans le sens d'un échange où on peut, où tu peux apprendre de l'autre et expliquer des trucs. Donc, je trouve que c'est jamais un échange dans un sens, puisque ensuite après avoir écrit, la majorité d'ailleurs des choses que j'ai écrites dans le livre, ça vient de choses qu'on m'a dit. Et de toute façon, j'ai rien inventé en soi. Et donc, ce qui est sympa, c'est que un livre, c'est aussi le résultat de plein d'échanges et de plein de partages. Et donc, j'aime bien redonner en expliquant des trucs qu'on m'a expliqués. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pourquoi j'aime beaucoup écrire, c'est que je trouve que c'est un exercice qui permet aussi d'apprendre. Et quand on cherche à expliquer quelque chose, bah, on le comprend beaucoup mieux que si juste on l'écoute. Et donc moi, dès qu'on m'explique quelque chose ou que j'entends quelqu'un qui dit quelque chose, je vais prendre mon portable et le noter. Même quand j'écoute des podcasts, je réécris ce que j'en ai retenu après. Donc en fait, j'aime bien par l'écriture apprendre de nouvelles choses, parce qu'en fait, écrire, c'est potentiellement s'intéresser à un sujet et creuser plus un sujet que si on avait juste écouté. Ok. Je suis 100% aligné avec toi. Tiens, j'ouvre la page et directement, je suis sur le concept de First Team. Ah. C'est drôle. Donc, Start to Scale, tu l'as écrit à la base. Pourquoi exactement? Tu racontes ton histoire. Ça permet à une startup de pouvoir aller scaler. Ouais. C'est quoi l'idée? En fait, l'histoire du début, c'était premier confinement Covid. J'ai été confiné seul dans ma coloc et je me suis dit, je vais pas regarder d'écran. Et donc, j'ai commencé à beaucoup écrire. Donc, je me suis dit, à un mois, plein de crises à gérer côté partout, mais en même temps, après 20 heures, j'ai pas envie de me foutre tout seul devant une série. Donc, je me suis mis à écrire. Et j'ai monté Tribes avec Grégory Beck et Savinien, le CPO de partout. On est trois, on a monté un média. Et le concept, c'était de se dire, il y a plein de contenus qui existent sur comment se lancer de 1 à 5 millions. Donc, c'était les époques de The Family, enfin, plein de gens qui le déclic, enfin, tous ces aspects-là de comment on passe de rien à quelque chose. Mais il y a peu de choses qui existent sur comment on passe de 1 ou 5 à 30 millions, enfin, toute la partie scale. Et donc, on s'est dit, on va faire un média qui est pour les entrepreneurs qui ont déjà une certaine avance et qui veulent aller un cran plus loin. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à écrire beaucoup. Et moi, j'ai pris plaisir à écrire à ce moment-là, à écrire beaucoup d'articles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait beaucoup de bien pour post-rationaliser ou même décharger des sujets que j'avais vécu en disant « Ok, je vais essayer de raconter ça ». Pas comme un journal intime. Le deuxième sur les crises est un peu plus intimiste que le premier. Le premier est plutôt théorique. Mais ça m'a fait du bien d'écrire des articles. Et après, quand je les partageais, ça donnait aussi une image de partout qui était importante. Parce que comme on était bootstrap, on n'avait pas levé. On était assez peu visible dans l'écosystème. Je pense que dans les périodes de 2020-2022, si tu lèves pas d'argent, quand tu es bootstrap, donc, tu es assez peu visible dans l'écosystème. La première question qu'on me posait, que tout le monde posait, c'est « vous avez levé combien ?» Et quand on dit 0, les gens regardent et disent « ah, ok ». Et c'est pas très valorisant. Et donc je me suis dit, peut-être que si on peut pas être valorisé sur la base des levées de fonds, on va être valorisé sur notre expertise technique. Et c'est sur ça que j'ai poussé beaucoup de managers chez Partout à écrire dans Tribes, donc beaucoup de gens qui écrivaient. Puis j'ai commencé à ouvrir à plein d'autres gens. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai écrit plein d'articles, pourquoi pas écrire un livre? Et c'est Grégoire Gambetto qui m'avait dit qu'il avait écrit un livre. Il m'a mis en relation avec une éditrice et je me suis lancé. Et donc ça, c'était le premier, plutôt sur l'aspect scale. Et le deuxième, c'est plus, comme on a vécu pas mal de crises et que j'entendais beaucoup de gens dans les podcasts parler vachement à cœur ouvert de plein de problèmes qu'ils avaient eus, je me suis dit, il manque un livre qui résume plein de cas de crise et plein de crises que j'entendais moi dans les podcasts, des gens qui parlent de trucs difficiles qui leur sont arrivés. Et donc, il y a beaucoup de citations, notamment de gens qui racontent un peu, même dans des échanges avec d'autres entrepreneurs, qui me disaient, moi j'ai vécu ça c'était compliqué, mais je m'en suis sorti comme ça. Et donc j'ai commencé à rédiger un peu toutes les grandes crises qu'on pouvait traverser en entrepreneuriat. Avant de parler de Startup and Down, le scale, c'est un peu à la mode. Tout le monde en parle en ce moment. Il y a eu l'époque des startups, aujourd'hui à l'époque de la rentabilité, du bootstrap et du scale. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme-là, toi qui es un pro du scale depuis de nombreuses années, qui a écrit un bouquin sur la thématique du scale, c'est quoi le scale? Ouais, alors la traduction française, c'est passage à l'échelle. Donc pour passer à l'échelle, ça veut dire mettre en place la structure nécessaire pour accélérer.
Et donc, principalement, quand on se dit je veux scaler, donc c'est un terme un peu anglais, etc., qui est assez connoté, hein, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon entreprise ne déraille pas si je fais x2, x3, x4 en termes de nombre de personnes, de chiffre d'affaires et de clients. Et ça, en fait, le scale englobe plein de concepts qui peuvent être la gestion de la connaissance, la gestion de l'onboarding, les pratiques commerciales, etc. Et on va essayer d'industrialiser certains process, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient réplicables à l'échelle. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire quand on scale l'entreprise. Très clair. Au moment où on sort cette vidéo, ton deuxième livre, donc Startup and Down, qu'on voit ici, est sorti il y a de ça quelques jours aux éditions Erol. Tu l'as évoqué rapidement, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le publier, notamment sur le sujet de la crise plutôt qu'un autre sujet? Là, tu parles notamment de scale, donc de croissance, des éléments plutôt positifs. Là, de crise, donc des éléments plutôt, pas envie de dire négatifs, plutôt réels, concrets, ce à quoi on fait tous face. Et notamment, lorsqu'on scale, à un moment donné, inévitablement, il y a des crises, que ce soit des crises techniques, des crises humaines, des crises de culture, énormément de crises qu'on pourrait voir. Je vois que tu as évoqué les 4 crises dont tu as parlé tout à l'heure directement dans le bouquin. On en parlera, de celle du Covid notamment. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin spécifiquement sur ce sujet plutôt qu'un autre? Déjà, il y a un peu j'ai commencé à écrire, je me rappelle, on avait eu une session de Q&A anonyme chez Partout. Et donc, une session de Q&A anonyme, concrètement, c'est que les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent comme question devant 350 personnes et nous, on doit répondre en tant que dirigeant et entrepreneur. Et c'est une période qui m'a pas mal marqué parce que les questions étaient assez dures. Et j'étais un peu traumatisé de me dire, hein, il y a des gens, en fait, qui posent des questions sur la légitimité qu'on avait et qu'on a toujours à l'époque à mener l'entreprise vers sa destination, etc. Donc, plein de réflexions autour de ce moment-là, et je me suis dit, je vais commencer à écrire dessus sur pourquoi cette section de Q&A m'a marqué, pourquoi elle m'a mis un peu mal, pourquoi j'ai été touché, et ensuite, en discutant avec d'autres gens, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs à cette époque-là vivaient une période pas facile, parce que c'était ce qu'on appelle l'hiver de la tech, donc la période où c'est difficile de lever de l'argent, on essaie d'obtenir la rentabilité, donc ça se fait par des sacrifices, et à côté de ça, beaucoup de managers aussi, je pense, et beaucoup d'employés ont vécu cette période de manière difficile. Et donc je me suis rendu compte qu'on était tous un peu dans une période difficile et que on en parlait assez peu. On parlait beaucoup des effets, c'est-à-dire on parlait beaucoup des licenciements à ce moment-là, on parlait beaucoup des faillites, on parle toujours beaucoup des faillites, des acquisitions ou des levées en down round, c'est-à-dire des levées à une valorisation plus faible que la précédente. Et la presse reprenait beaucoup ça, mais il y avait peu de questions sur en fait comment repartir, Et ça, c'était des discussions qu'on avait en tant qu'entrepreneurs entre nous. Il y avait peu d'articles qui en parlaient. Et j'ai commencé à voir des entrepreneurs qui faisaient des posts. Donc, il y a le CEO de Payfit qui expliquait pourquoi Payfit n'était pas à vendre et qu'il y avait eu, bien sûr, des périodes assez difficiles et qu'il croyait toujours en la vision et ça c'est parti, etc. Il y a eu des posts d'Open Classroom, plein d'entrepreneurs qui ont commencé à en partager des infos et des podcasts qui commençaient à sortir. Et à un moment, j'ai commencé, moi, à écrire des articles sur ces différents sujets. Et à la fin, j'en étais arrivé un peu à la conclusion de ma réflexion qui était qu'en fait, toutes les startups sont en crise permanente et que en fait, l'entrepreneuriat, c'est un enchaînement de prises de décisions rapides. Et chaque décision rapide porte en elle un potentiel risque et donc un potentiel échec. Et que, indépendamment de l'échec de l'entreprise, il y a une infinité de décisions qui sont mauvaises quand on est entrepreneur, quand on est manager ou quand on est employé en startup, parce qu'on nous demande de travailler vite, qui est le principe du scale. Et donc, c'est un peu la suite. C'est-à-dire que si on a scale, si on est allé vite, si on a pris plein de décisions, on a planté plein de graines, plein de risques. Et donc, tous ces risques vont potentiellement, pour une partie qu'on espère minime, aboutir à des échecs et des grosses erreurs. Et nous, on a acheté une boîte, notamment, qu'on a dû fermer. Ça a été aussi un traumatisme, parce qu'on rachète une boîte 1 an et demi plus tard, on se dit, OK, on ferme cette boîte, et donc on coupe on arrête avec plein de personnes, ce qui a été aussi un peu traumatisant. Et donc, je me suis dit, je vais écrire dessus un peu au départ, pour me poser mes idées à plat. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ça va en faire un livre. Tu l'as rapidement évoqué, mais tu l'as dit, et très justement, on prend des décisions constamment en tant qu'entrepreneur, des décisions importantes, des décisions souvent rapides. Avec l'expérience que tu as accumulée, je vais te poser une sacrée question. Comment prendre les bonnes décisions ?
Je pense qu'il y a plein de frameworks, il y a plein de trucs pour. Je sais plus qui disait, soit tu as des décisions qui sont réversibles et donc il faut les prendre très rapidement, et tu as des décisions qui sont irréversibles, et dans ce cas, il faut y réfléchir pendant longtemps. Je pense que c'est un peu cette logique-là. Je pense que tu as quand même t'as pas besoin de prendre tout le temps les bonnes décisions, et parfois prendre une décision, c'est juste aller tester le fait que ça va marcher ou pas. Et je pense que il faut juste se dire, est-ce que cette décision, elle va avoir un énorme impact sur mon business, et est-ce que je peux la prendre maintenant sans avoir toutes les clés en main pour la prendre. Donc parfois, imaginons je veux ouvrir l'Inde, plutôt que passer 2 ans à débattre, etc., peut-être qu'il faut que je prenne une petite décision pour aller checker, quitte à faire une erreur. Et typiquement, c'est un peu, Elon Musk est moins à la mode maintenant, mais ce qu'il faisait avec Tesla, avec SpaceX, est un exemple, je pense, de prise de décision qui est d'envoyer des fusées et d'essayer de les remettre et de faire plein d'explosions et que ça ne marche pas tout le temps. Et ça a été intéressant parce qu'il a pris plein de décisions qui ont été des mauvaises décisions, potentiellement mettre l'huile à telle place, etc. Ça a fait exploser des fusées, mais à la fin, chaque erreur qu'il a fait dans ses décisions lui ont appris des choses qu'il n'aurait pas apprises s'il n'avait pas pris ces décisions. Donc plutôt que de se dire comment je prends les bonnes décisions, c'est comment je prends certaines décisions plus rapidement pour aller vérifier dans le réel si c'était la bonne ou pas. Okay. C'est pas hyper clair, c'est plus clair dans le livre. Non, c'est relativement clair. Et justement, comment tu prends la décision de ne pas lever des fonds, mais plutôt prendre de la dette? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est une décision irréversible ou réversible? Est-ce qu'à ce moment-là, cette décision, elle est risquée? J'imagine que oui, mais à quel point est-ce qu'elle est risquée? Comment tu le communiques également aux équipes, aux personnes qui vous entourent sur la First Team, mais aussi peut-être l'ensemble de l'entreprise si vous le communiquez à l'ensemble de l'entreprise? Comment vous avez géré cette décision qui est quand même une décision en l'occurrence hyper importante et qui répond aussi à une crise qui est la crise de la finance? Ouais, quand on a pris de la dette, déjà le truc qui est bien, c'est que la dette, tu peux la rembourser avec de l'equity, c'est-à-dire que si tu lèves plus tard, tu peux rembourser ta dette, donc c'est pas une décision irréversible, c'est pas parce que tu prends de la dette à un moment que tu rentres dans ce schéma unique. Le deuxième point, c'est que c'est pas dilutif, c'est-à-dire que quand tu prends de la dette, tu ne vas pas diluer ton capital, c'est-à-dire que si tu as 15% d'entreprise et que tu prends de la dette, tu vas pas baisser ton pourcentage, mais tu vas avoir une poche de dette et tu vas payer des intérêts sur cette dette. Et donc, l'aspect tu perds en tant qu'entrepreneur, quand tu prends de la dette, tu perds moins ton capital. Donc, c'était un deuxième point qui était intéressant. Et le troisième point qui était intéressant pour nous, c'était que c'était ce qu'on appelle du cash pool. Alors, la dette, c'est qu'on va pouvoir tirer ce qu'on veut jusqu'à un certain montant. Donc, imaginons, on a un montant de 15 millions, on va pouvoir tirer 1 million, 2 millions, puis ensuite, après, on peut s'arrêter. Et on paiera des intérêts que sur la dette qu'on a tirée. Alors que quand tu lèves de l'equity, tu lèves, imaginons, 15 millions, tu prends tout l'argent, et après, l'argent, il dort ou tu le dépenses. Alors que là, tu payes des intérêts sur la dette que tu consommes. Donc, tu as un aspect qui est que ce n'est pas irréversible, un deuxième aspect qui est que ce n'est pas dilutif, et un troisième aspect qui est que c'est beaucoup plus flexible. Et il se trouve qu'après, on a fait 15 millions et on allait chercher plus de dettes ensuite. En fait, je pense que le point qui est important dans toute cette discussion, c'est que ce n'est pas prendre de la dette qui était risqué, c'est de se mettre en situation de non-rentabilité, alors qu'on l'avait toujours été. Et ça a été, je pense, la décision la plus forte pour l'histoire de Partout, ça a été de se dire, OK, on a une boîte qui fait 6-7 millions de revenus, une boîte qui est rentable, qui est en croissance. Venez, on essaye de faire encore plus de croissance et moins de rentabilité, on va se mettre dans une situation de déficit pour aller faire plus d'expansion. Et donc, c'est en 2022 où on prend la décision, enfin 2021-2022, on prend la décision de lever de la dette et de ne plus être rentable. Et c'est à ce moment-là où on a racheté une entreprise, on a relancé le marché des SMBs dont on parlait tout à l'heure, le marché des petits commerçants, on a ouvert le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Inde, le reste de l'Europe, etc. Et on a lancé un nouveau produit de messagerie. Et donc, en fait, on a vraiment une stratégie de forte expansion. Je pense que c'était la période en 2022 où toutes les startups étaient, le cash était gratuit, comme on dit, les taux d'intérêt étaient bas, il y avait une sorte de volonté de s'étendre. Et on se disait, si on ne le fait pas, on va se faire prendre le marché par des concurrents. Et donc, ça a été, au-delà de la décision de prendre de la dette, ça a été la décision de changer notre modèle économique et de se mettre en déficit, qui a été assez impactant pour l'entreprise. Perte qu'on a été obligé de revenir à l'équilibre plus tard. Donc là, on est de nouveau rentable, mais c'est un peu, tu mets un coup d'accélérateur et tu mets un peu un coup de frein à main. Et c'est quand même assez désagréable pour les équipes, pour l'entrepreneur, pour les managers.
heureusement, on a eu moins à le faire que d'autres entreprises qui avaient mis encore plus un coup d'accélérateur. Je pense que cette période, elle nous a appris l'importance de la rentabilité. Je pense que beaucoup l'ont vu aussi. Vous avez fait combien d'acquisitions? Une seule ou plusieurs? Une seule. Donc la plupart de votre croissance, c'est la croissance organique. Organique, exactement. Organique. Je ne sais pas si c'est un chiffre que vous communiquez, mais aujourd'hui, en étant rentable, bootstrap, et en n'ayant plus besoin de la dette pour pouvoir continuer à accélérer, vous avez combien de croissance organique par an? 20%. 20%. Et tu vois, en 2022, on était plutôt à 70%. Et il se trouve qu'en fait, il faut voir vraiment rentabilité et croissance comme deux poches. Si tu n'es pas rentable et que tu veux être rentable, ben ça va forcément empiéter sur ta croissance puisque tu vas beaucoup moins recruter, beaucoup moins investir. Et donc, je pense que l'année 2023 à 2024, ça a été 2 ans où en fait nos effectifs sont restés stables, voire ont un peu diminué pour améliorer la rentabilité. Et là, une fois qu'on est rentable, bah, tu peux repasser dans un cycle de croissance. Et en fait, la règle, c'est de se dire qu'il faut que tu aies une somme de ta croissance en pourcentage et de ta rentabilité qui soit importante. Et il y a la règle des 40, rule of 40, comme on dit pour les fonds d'investissement. Et tu as plein de règles comme ça. Et il ne faut pas se dire... ce qui est sûr, c'est que quand tu essaies d'être rentable et que tu ne l'étais pas, ça va forcément impacter ta croissance parce que tu vas faire moins d'investissement. Et inversement, si tu es rentable et que tu veux baisser ta rentabilité pour accélérer ta croissance, en fait, c'est deux phases d'une même Deux pièce. leviers que tu vas actionner selon les objectifs, les buts et aussi ton business model. Exactement. Et ta capacité de financement. Donc, quand 2023, crise du financement niveau tech monde, bah, tout le monde se dit « Ok, je vais baisser ma croissance pour atteindre la rentabilité ». Alors que 2022, 2021-2022, tout le monde baisse sa rentabilité, voire en négatif, pour accélérer sa croissance. Et c'est un peu ça, et c'est ce qui s'est passé pour la majorité des entrepreneurs, je pense, pendant ces périodes. Complètement. Donc aujourd'hui, 20% de croissance organique, et vous êtes rentable. Et Le but, c'est de remonter à 40%. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est de redevenir rentable quand tu l'as plus été, et de retrouver une croissance à 50% quand tu es à 20%. Donc là, nous, on sait que la raison pour laquelle on a 20% de croissance, c'est parce qu'on a fait des sacrifices sur l'investissement pour restructurer, etc. Parce qu'il y avait quand même plein de choses qui n'allaient pas. Quand tu recrutes 150 personnes en un an, il y a des profils qui ne correspondent pas, il y a des process qui ne tiennent plus la route. Donc tu as quand même un moment obligé de regarder et de se dire, OK, en fait, ce pays, il ne fait plus de chiffre d'affaires, il n'est plus du tout en croissance, il faut que je le ferme. Parce que dans les 20%, tu prends en compte les business qu'on a fermé, la startup qu'on a acheté puis qu'on a fermé. Donc nous, ça nous a fait plutôt baisser notre croissance parce qu'on a acheté 1%, puis ensuite on l'a fermé. Les pays que tu fermes, ils viennent impacter ta croissance. On était au Brésil, on était en Inde. Donc si tu fermes le Brésil et que tu fais 400 000 euros, ben en fait, tu perds 400 000 euros. Donc il faut que tu investisses plus dans d'autres pays. Donc quand tu rationalises, forcément, tu vas avoir un impact sur ta croissance de l'année. Complètement. Parlons d'hypercroissance, justement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans 150 pays, ce qui est énorme. Finalement, si on revient sur ces 8 dernières années, je rejoins partout, c'est 400 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 36 millions d'ARR, c'est presque x100. Et en plus, on ne parle pas juste de chiffre d'affaires annuel, on parle d'ARR, c'est complètement différent. C'est quoi les secrets de cette hypercroissance? Comment on gère cette hypercroissance? Est-ce que c'est juste, entre grandes guillemets, un repositioning B2C, B2B? Est-ce que c'est une redéfinition globale du business model? Est-ce que c'est un pivot stratégique qui a été mis en place à un certain moment? Est-ce que c'est l'expansion sur les différents pays? Et ces éléments font que tu vas tout de suite pouvoir passer d'une échelle nationale à internationale. Est-ce qu'il y a quelques éléments que tu as pu spotter qui ont fait la différence? Je pense que le truc qui est le plus important, parce qu'en fait, là, on parle de 8 ans et c'est dur de maintenir de la croissance pendant 8 ans et tu peux avoir des phases plus hautes ou plus faibles. Mais je pense que la difficulté et le truc qu'on n'a pas craqué, mais qui est le plus important, c'est d'être capable, en tant qu'entrepreneur, de réfléchir à plusieurs temporalités. Tu as une temporalité qui est court terme, en se disant, OK, comment je fais là pour faire mon chiffre d'affaires sur cette année? Comment je fais pour maintenir alors à l'époque, 50-70% de croissance, ou comment je fais pour être rentable et stabiliser mon business, etc. Donc, tu as un premier objectif qui est court terme. Et ça, c'est vraiment genre le cœur du truc, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, vendre ton produit actuel, etc. Ensuite, tu as un deuxième truc qui est ton plan à 3 ans, 4 ans. Donc là, il faut quand même réfléchir en se disant, OK, en fait, dans 3 ans, peut-être que mon marché sur lequel je suis, il va être assez équipé. Et donc, ma croissance va ralentir. Et donc, il faut que j'investisse dans des produits qui seront des relais de croissance à 3 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ce produit-là, qui est notre produit de présence management, donc la visibilité, il ne fera pas autant de croissance qu'on veut pendant les 10 prochaines années. Donc, je dois investir dans un produit d'avis.
et un produit de store locator qu'on a lancé. Et en fait, la France est peut-être trop petit, donc il faut que j'ouvre l'Espagne et l'Italie. Donc ça, c'est à horizon de 3 ans. Et donc prendre des décisions où tu vas potentiellement ralentir ta croissance, parce que ouvrir un pays, c'est du défocus, mais c'est important pour faire la croissance à 3 ans. Donc si tu te dis, je dois maximiser ma croissance cette année, tu n'ouvres pas de pays, tu ne lances pas de produit, tu défonces ton marché. Si tu te dis, OK, dans 3 ans, il faut que je continue à faire cette croissance, bah, tu dois ouvrir des pays et tu dois lancer des produits. Et ensuite, tu as la troisième temporalité, qui est comment, à horizon 10 ans, je fais une boîte qui peut potentiellement valoir 1 milliard ou ce genre de choses, et de se dire, j'ai l'ambition de faire quelque chose de vraiment très grand. Et en fait, ce qui est difficile, c'est un peu la schizophrénie de l'entrepreneur, qui est de te dire, bah, j'ai une temporalité courte, moyenne et long terme, et toute la journée, je dois régler les problèmes du quotidien et imaginer le futur de l'entreprise. Et c'est aussi la chance qu'on a avec Thibaut, c'est d'être deux, c'est de pouvoir jouer sur cette temporalité, avoir des réflexions et des temps où on va penser à l'horizon 10 ans et des moments où on va juste penser à l'horizon de demain, quoi. Et la question de dire comment tu maintiens de la croissance sur le long terme, je pense que pour maintenir de la croissance sur le long terme, il faut être capable de jouer avec différentes temporalités. Il y a des gens qui sont très bons pour faire l'exécution au jour le jour, mais à un moment, sa croissance, elle se tasse. Il y a d'autres gens qui sont très bons pour imaginer le truc dans 10 ans, mais à un moment, il faut délivrer la journée, quoi. Clairement. Comment vous répartissez les rôles entre vous deux? Tu as plusieurs aspects. On a déjà des caractères très différents. Et donc, ça fait que on a des appétences en termes d'équipe qui sont aussi différentes. Si je prends ne serait-ce que le management, donc moi, je vais manager plutôt la partie marketing, opération, finance et chief of staff strat. Je vais aussi avoir la partie RH, mais on va faire les points tout le temps à 3. Et Thibaut va plutôt gérer la partie tech, produit, petit commerçant et sales grand compte. En fait, il faut se dire, lui, on pourrait, si tu veux, diviser deux types d'entrepreneurs, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Mais pendant un moment, ça l'a été. Lui, il est plutôt starter, c'est-à-dire qu'il va lancer le nouveau produit, faire les nouveaux business. Quand on a relancé la partie SMB, c'est lui donc petit commerçant, c'est lui qui s'est mis à 100% dessus. Et moi, je suis resté sur notre business historique. Et moi, je suis plutôt scaler, donc une fois qu'un business est bien fait, bah, je vais le scaler, donc c'est des termes encore anglais, hein. Mais starter, c'est plutôt innovation, lancement de nouvelles choses, et moi, plutôt prendre des choses qui sont déjà en place et essayer de les faire passer à l'échelle. Donc déjà, on s'était répartis comme ça. Ensuite, on va avoir une répartition aussi dans la manière dont on doit gérer le poste de CEO. Donc typiquement, Thibaut, il n'aime pas trop faire des podcasts, présenter partout en externe, etc. Donc c'est moi qui ai vraiment endossé cette partie-là. Par contre, c'est lui qui va gérer notre relation avec l'investisseur sur la gestion des shares, etc., puisque c'est lui le fondateur. Donc il va avoir vraiment la relation investisseur, mais plutôt la relation publique. Et après, il y a plein de choses qui sont très différentes dans la manière dont on fait les choses. Et donc, c'est assez agréable d'être complémentaires et d'avoir deux profils très différents. Et au-delà de la partie associée, donc comment on se gère entre associés, comment vous gérez avec toutes les équipes? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes absolument partout. Il y a des équipes qui sont un petit peu partout également. Il y a une différence culturelle, il y a une différence de décalage horaire, où toutes les équipes sont uniquement en France et à Barcelone. C'est une bonne question. En gros, donc quand on a décidé, donc en 2022, de faire une grosse phase d'accélération, on a ouvert des bureaux à Sao Paulo, à Mumbai, à Mexico. Donc on a recruté des personnes sur place. On avait déjà une grosse présence à Barcelone. Okay. Barcelone, on a une 30aine de personnes et on opère les marchés portugais, espagnols et italiens. Et on a décidé d'ouvrir plein d'antennes. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est très difficile d'avoir des petits bureaux de 3-4 personnes, 5-6 personnes, et d'avoir ce même dynamisme que ce qu'on peut avoir dans les bureaux parisiens où on a 300 personnes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé les choses de deux manières, en ouvrant sur place et en recrutant aussi des Mexicains à Paris. Et il se trouve que, je pense que c'est le Covid qui a fait ça, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de vendre un deal à 50 000 euros, 70 000 euros en visio qu'avant. Et donc, le fait d'être dans les bureaux parisiens et d'échanger avec tout le monde, d'avoir la connaissance du produit, d'avoir le soutien des équipes, de pouvoir poser des questions, etc. et d'avoir aussi l'atmosphère et le dynamisme du siège a fait que les personnes qu'on a recrutées dans les pays, à Paris, étaient meilleures que celles qu'on a recrutées dans les pays. Et donc, finalement, on a décidé de fermer nos présences locales, mais on fait plus de 3 millions en Amérique latine, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, on doit faire plus d'1 million. Donc, on a quand même des présences business sans avoir de présence physique. Et ça veut dire que les équipes se déplacent. Après, on est Bicorp, donc on essaye d'imiter trop les déplacements, mais ils iront quand même pour voir les clients.
Hyper intéressant ce point-là. Donc typiquement, si tu as de ton expérience personnelle, tu as envie de t'expandre à l'international, de pénétrer un nouveau marché, plutôt que d'aller ouvrir un bureau, recruter, et malheureusement, tu auras effectivement une petite équipe, et donc pas la même énergie, pas la même dynamique, pas le même impact avec celle-ci dans un bureau local, eh bien le recruter ou constituer cette équipe directement auprès du cœur même du business pour pouvoir tirer profit de cette dynamique. Exactement. Et après, la deuxième option, donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé des petites antennes. Il y a une deuxième stratégie qui est celle qu'on a mise en place pour Barcelone, où tu crées des hubs. Okay. Et donc, en fait, imaginons là, on a, je sais pas, 5 sales sur la partie Amérique latine ou un peu plus, et des customer success. Est-ce qu'à un moment, on va ouvrir un hub à Mexico ou à Miami ou à San Diego? C'est des questions qu'on se pose pour pouvoir aller chercher le marché. Parce que c'est sûr qu'en atteignant une certaine taille, la présence locale est quand même importante. Et donc, je pense que tu as une phase d'exploration qui consiste à voir si le marché, tu peux avoir de l'attraction, avoir des premiers clients. Et ça, tu peux le faire à distance. Aujourd'hui, je pense beaucoup plus qu'avant. Et une fois que tu atteins une certaine taille, la question, pour scaler justement la région, tu es quand même obligé d'avoir un hub. Et donc, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est cette année, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? On n'a pas encore la décision prise. C'est clair. Tu parles de différents marchés. Tu as notamment parlé de l'Inde que vous avez testé, lancé, arrêté. Ouais. Il y a d'autres marchés sur lesquels vous êtes positionné. Quel est le marché qui t'a posé le plus de difficultés, le plus de défis sur ces dernières années? L'Inde. L'Inde? Ouais, je pense qu'en fait, donc nous, on a le premier pays qu'on a ouvert, c'était en 2018, l'Espagne. D'accord. On doit faire Espagne-Portugal, on doit faire quasiment 5 millions. Italie ensuite. Ensuite, on est resté sur ce triangle où on était leader sur les 3 marchés. Et ça se passait bien, on avait 3 langues, on avait toute notre interface, etc., en plusieurs langues. Puis à un moment, on a pris de la dette et on s'est dit, OK, on va prendre tous les pays, on va se dire où est-ce qu'on va. Et on a fait le choix de faire toute l'Europe, tout le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Inde. Et donc, comme on était déjà présent en Espagne, on avait déjà des clients qui potentiellement étaient présents en Amérique latine. On avait aussi des équipes qui parlaient espagnol et portugais pour le Brésil. Et on a commencé à recruter à Paris et ça a bien décollé. Et finalement, la culture latine, on la connaissait assez bien, puisque Italie, Espagne, Portugal, même si c'est différent, il y a quand même une certaine proximité culturelle, presque européenne à l'Amérique latine. Moyen-Orient, c'est quand même un peu différent. Mais de toute façon, à chaque fois, on recrute des natifs. C'est-à-dire que les personnes qu'on recrute à Paris, ce sont des Mexicains, des Équatoriens, des Colombiens, des Indiens, etc. Donc on a recruté. Et l'Inde, ce qui a été difficile, donc nous, on y est allé aussi parce que Google, qui est un de nos partenaires, nous a dit qu'il faut absolument que vous alliez là-bas, il y a un énorme marché et tout. Et après, ils sont un peu retirés de ce partenariat, ils nous ont un peu laissés seuls. Et il y a plusieurs choses qui nous ont marqués. Donc déjà, le coût de la vie là-bas est beaucoup moins cher, donc les entreprises font beaucoup de choses manuellement que nous, on ne pouvait pas faire. Donc par exemple, il y avait un concurrent, il a un réseau de 500 points de vente. Et le client lui a dit il faut que vous alliez chercher dans les 500 points de vente les horaires parce que moi, je ne peux pas les obtenir. Il a envoyé quelqu'un qui a fait le tour. Donc ça, c'est inimaginable en France sur des prix. Donc déjà, on avait un sujet de pricing qui était difficile face à la concurrence. Et un deuxième truc, c'est se faire payer est extrêmement compliqué. Donc moi, j'ai découvert ça. Donc déjà, on nous a déjà proposé des mallettes de cash de 50 000 euros à Delhi, ce genre de choses. Ensuite, quand le process en fait, de vente, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous a dit après, on n'avait peut-être pas assez recherché, il y a trois phases dans la vente. C'est 1, vendre, 2, faire la prestation et 3, se faire payer. Et on a eu beaucoup de mal à se faire payer. Et impossible de faire un procès où c'est des petits contrats. On parle de petit contrat, c'est 30 000 euros, 20 000 euros. Aller attaquer une société indienne parce qu'elle nous a pas payé ou parce qu'elle veut. En fait, là-bas, ils disaient en fait, on veut plus de la solution, on arrête, on vous paye pas et on arrête quoi. Et on a eu plusieurs choses difficiles de ce type-là. Et on s'est rendu compte qu'on s'était peut-être un peu défocus et que finalement, il y avait assez à faire en Amérique latine, au Moyen-Orient. Je pense que le Moyen-Orient a bien explosé avec tout ce qui. Il y a eu des sujets d'énergie, beaucoup plus d'argent, volonté de l'Arabie Saoudite de grandir et de se moderniser. Donc ça nous a aussi aidés. Et on a dit ok, on va arrêter l'Inde et on a aussi arrêté le Brésil. Et Brésil pour une autre raison, qui était qu'on avait beaucoup de mal à recruter des Brésiliens à Paris, alors que l'Amérique latine avait plus. Et quand tu décides de faire tout depuis un hub parisien,
bah, il faut quand même recruter des Brésiliens pour gérer les clients, etc. Si tu mets des gens qui parlent portugais, pas portugais brésilien, c'est aussi problématique, etc. Donc, à un moment, quand la personne qui gérait nos comptes clients est partie, on s'est dit, OK, on fait 300, 400 000 euros là-bas. C'est une période où on doit faire des choix. On voit que l'Amérique latine, ça explose plus facilement. Pour des dynamiques concurrentielles aussi, on va arrêter le Brésil. Et donc, on a arrêté Brésil et Inde. Au même moment. Au même moment, ouais. Et tu dis, et je rebondis, dans un processus commercial à 3 étapes, vendre, délivrer, se faire payer. Tu les mets vraiment dans cet ordre parce que beaucoup, justement, les mettent dans cet ordre, mais alors, vendre, se faire payer, délivrer, c'est aussi possible. Vous, quelle est votre approche? Alors, c'est une très bonne question. Alors là, je parlais plutôt de l'Inde, Okay. où ça a été ça. Parce qu'en fait, en France, tu peux discuter tes modalités de paiement de manière bien plus ouverte et dans un écosystème qui est un peu plus régulé. Et donc, en France, nous, on fait paiement à 100% à la commande. C'est-à-dire qu'un client qui signe un contrat avec nous pour 60 000 euros, en fait, il va te payer 100% et ensuite, tu vas faire la prestation. Et ça, si j'ai un conseil à tous les entrepreneurs, c'est réfléchissez aux modalités de paiement de vos clients. Et si vous le pouvez, faites-le, c'est de vous faire payer en amont parce qu'au départ, ça peut paraître comme un détail, mais en fait, dans une boîte qui fait plusieurs millions, c'est une des décisions les plus importantes qu'on ait prises, c'est de se faire payer tôt. Parce que quand tu as des sujets de cash, en fait, te faire payer tôt, c'est hyper important. Et aussi, je me rappelle la période Covid, donc tous les magasins ont fermé. Donc nous, notre solution, on a dû fermer tous les magasins. Il y a eu plein de problématiques parce que Google Maps commençait à bugger, les plateformes n'étaient pas habituées. On a dû mettre en place, est-ce que les points de vente avaient des masques? Il y avait plein de choses qui ont changé. Donc on a travaillé 3 fois plus que d'habitude. Et d'un coup, on a fermé pendant quelques mois. Et là, les clients nous ont dit, en fait, j'ai fermé le magasin, donc je ne veux plus payer. Donc je leur disais, oui, mais vous avez déjà payé en fait. Et en fait, on a travaillé comme des malades et on va reprendre, on va réouvrir puis refermer. Ah, on a déjà payé? OK. Et ils sont allés chercher d'autres sociétés. Et ils ont arrêté de payer parce que tout le monde était en train de regarder ses contrats, tout le monde était en train de regarder ses coûts, tout le monde était en train de couper le maximum de trucs. Sauf que quand tu as déjà payé sur une prestation sur laquelle tu t'es engagé, tu peux pas réclamer qu'on se contre rembourse parce que tu t'es engagé et en plus le service est présent. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de startups qui se sont retrouvées un peu dans le cas contraire à nous, c'est-à-dire que quand en fait tu n'as pas été payé, tu es un peu en situation de faiblesse parce qu'on peut toujours te dire je te paye pas. Et moi je pensais pas que c'était comme ça et je dis pas que c'est la majorité des cas, mais il peut y avoir des cas un peu compliqués. Et après, nous, on a commencé à voir si pour être payé semestriellement ou trimestriellement, mais on essaie d'éviter au maximum, parce qu'en plus, c'est compliqué de faire des factures. Quand nous, maintenant, en grand compte, on a 1300 clients, donc ça fait beaucoup de factures, beaucoup de potentiel d'erreurs à relancer, etc. J'en parle pas mal dans le bouquin, justement, parce que je pense que tu as 3 étapes de maturité en entrepreneuriat. Tu as une première étape, c'est où tu te focalises sur les revenus. Tu essaies de maximiser tes revenus. Tu as une deuxième étape où tu essaies de maximiser ta rentabilité. Tu as une troisième étape qui est de maximiser ton cash. Et cette étape où tu réfléchis à ton cash, tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir des clients, délivrer un service, etc., mais être payé en retard. Et c'est plein de sujets financiers qui sont un peu techniques, mais tous les sujets de BFR, ce genre de choses, c'est assez peu connu quand on se lance. Mais nous, on avait, je sais plus, 800 000 euros qui étaient bloqués au Mexique, qu'on ne pouvait pas rapatrier en France. On avait aussi un client qui payait 700 000 euros, qui mettait 6 mois, 9 mois à nous payer. Et donc, en fait, le sujet du cash, c'est-à-dire indépendamment de si tu es rentable, est-ce que les clients te payent en temps et en heure? Moi, je ne pensais pas que c'était un gros sujet, et en fait, c'en est un. C'est intéressant que tu ne pensais pas que c'était un gros sujet alors que tu as cette casquette CFO, alors que ça en est un. Et ça en dit long sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point c'est un sujet et ne sont pas équipés. Je pense que ce n'est pas le sujet. En fait, quand tu fais une croissance à 70% et que tu regardes ton cash à la fin, c'était un sujet, je pense, au début. Mais en fait, les contrats étaient plus petits, on avait moins de contrats. Si tu as 70 clients, les gens, tu peux les marquer à la culotte et leur dire « t'as oublié de me payer », etc. Quand tu as 1300 clients ou plus de clients, en fait, c'est difficile de suivre les process de relance, etc. En fait, ce qui est important, c'est tout problème facilement résolvable à petite taille ne l'est pas forcément à grande taille. C'est-à-dire que quelque chose qui peut paraître très facile, à savoir se faire payer en temps et en heure quand tu as peu de clients, peut devenir vraiment très complexe quand on a beaucoup. Et je pense que quand moi je suis arrivé CFO, je me disais, de toute façon, les clients ils payent en temps et en heure, on en a 50, et s'il y en a un qui ne paye pas en temps et en heure, je l'appelle et je gère. Sauf que quand tu en as beaucoup plus
et que tu en as à l'international, que en fait, tu es sur des plus gros contrats. Et donc, potentiellement, quand tu as les plus gros contrats, tu as les achats, tu as un purchase order, tu as plein de trucs un peu techniques. Et des grosses boîtes qui vont dire, mais c'est pas de leur faute, c'est juste leurs process sont plus compliqués. Donc, ils vont dire, ah, mais on n'a pas eu le purchase order du code du machin pour déclencher la facturation du. Toi, tu es là, ah, mais c'est trop compliqué et je veux pas y passer, moi, en tant que CEO, autant de temps pour essayer de récupérer l'argent. Et donc, tu vas former tes équipes qui vont peut-être moins bien le faire sur certains aspects ou mieux le faire sur d'autres. Est-ce que tu as besoin de recruter pour faire ça? Bref, c'est des sujets compliqués. Il y a d'autres enjeux du scale que tu as rencontrés au fur et à mesure du temps ou que tu rencontres encore actuellement sur lesquels il faut absolument être vigilant en tant qu'entrepreneur, outre cette partie qui est la partie cash flow? Je pense que tu as un enjeu du scale qui est la roadmap produit. C'est ce qu'on a découvert. On a lancé beaucoup de. Enfin, quand on développe un produit technologique, en fait, au départ, c'est assez facile de se dire. En fait, au départ, c'est assez facile de dire, en tant que dirigeant, je vois très bien ce dont les clients ont besoin parce que je leur parle tous les jours. Et plus l'entreprise grandit, plus la remontée des besoins produits, elle est diffuse, puisqu'il y a plein de gens qui parlent à des clients, et plus c'est difficile de se dire ce produit-là, il est plus important que celui-là, ou cette fonctionnalité-là, elle est plus demandée que celle-là. Donc un problème qui était assez facile, qui était de dire, OK, là, il faut absolument développer une solution de gestion des avis. Aujourd'hui, notre process de priorisation de la roadmap produit, c'est vraiment très, très important dans notre phase de scale. C'est-à-dire que le CPO, il va prendre tous les insights. Donc, en gros, on a un logiciel qui permet à n'importe quelle personne chez partout de dire « Mon client aimerait avoir les posts LinkedIn dans la plateforme ». Donc, plus il y a de personnes qui mettent ça, plus ça va remonter dans la priorisation. En phase de cette priorisation, il faut savoir combien de temps ça va te prendre, combien de chiffre d'affaires ça va te donner, etc. Et donc, tu as un framework, donc une sorte de matrice qui permet de calculer qu'est-ce qui est important versus ce qui est pas important. Et après, on fait une réunion avec le CTO, donc la partie tech et la partie produit et Thibaut, pour dire qu'est-ce qu'on va prioriser et qu'est-ce qu'on va décaler. Et ça crée beaucoup de frustration parce que quand toi, tu as remonté 10 fois que tu voulais les posts LinkedIn dans la plateforme et qu'on te dit « bah non, désolé, ça va être plutôt les posts Snapchat », tu te dis « mais pourquoi ?»« Ah ben regarde, en fait, il y a tant de clients, tant de business, tant de temps, ça c'est plus complexe. » Et donc, je pense que la phase de priorisation, et je dis priorisation des sujets tech, mais c'est aussi si tu as une boîte de livraison ou n'importe quoi, c'est en fait sur quoi tu mets le poids du corps, sur quoi tu mets ton intensité pour que ta boîte elle aille dans la bonne direction. Et ce qui paraît simple et évident quand tu es 15, à savoir il faut absolument qu'on refasse tel process, les moins quand tu grandis, quoi. Complètement. Donc ouais, la partie produit finalement c'est absolument capital et c'est ce qui vous fait aussi ton edge sur la concurrence. Ouais. Tu l'évoquais tout à l'heure, comment vous différencier par rapport à des concurrents énormes, c'est prendre une voie différente d'un point de vue produit. Exactement, et c'est là où la partie priorisation roadmap est un peu plus complexe parce que c'est pas parce que tout le monde te demande les posts Snapchat qu'il faut faire les posts Snapchat. Ouais. Peut-être qu'en fait, il faut faire les messageries WhatsApp que personne ne te demande pour le moment, mais qui feront que tu seras différent des autres. Donc, tu as un aspect qui est récupérer les besoins clients et une autre qui est un peu se dire mais les clients, ils ont besoin de quoi à long terme? C'est un peu la phrase de Ford, c'est si j'avais voulu... et si j'avais écouté les clients, j'aurais fait des chevaux qui courent plus vite. Donc en gros, les clients, parfois, ils n'ont pas la réponse à ce que toi, tu pourrais imaginer, à savoir une voiture et pas une calèche. Et ça, il y a plein de concepts pour travailler ces sujets-là, notamment le first principle, qui consiste à ne pas regarder les solutions qui existent, mais à partir du problème. Et c'est notamment des sujets que j'ai essayé de regarder dans Startup and Down, en essayant de se dire, parfois, il y a des choses que personne ne te demande et qu'il faut que tu fasses. Donc, ouais, c'est très compliqué. La sensibilité au signal plutôt qu'au bruit, finalement. Exactement. Qui est absolument capitale. J'ai une avant-dernière question pour toi. Aujourd'hui, vous avez donc des clients grands comptes, mais vous avez aussi des beaucoup plus petits clients, tu l'évoquais, le boucher, le poissonnier, l'artisan, qui doit aussi être référencé, être visible. Comment est-ce que, au sein de Partout, vous avez distingué les choses d'un point de vue purement équipe ou d'un point de vue purement division? Est-ce qu'il y a une division grand compte et est-ce qu'il y a une division plus TPE, PME ou autre? Parce que finalement, c'est une approche commerciale qui est complètement différente, une approche marketing qui est complètement différente, une approche produit, une approche pricing qui est aussi, j'imagine, complètement différente. Et c'est une question que beaucoup de gens peut-être se posent, qui pourrait être B2B, mais qui peuvent s'adresser B2B autant à une boîte cotée qu'à un petit artisan du coin. Ouais, alors, c'est une très bonne question qui pourrait aussi faire l'objet de 2 heures, mais déjà la première chose, pour les entrepreneurs qui écoutent, quand on est une boîte qui se lance, le premier conseil, c'est de choisir une cible. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, quand
Thibaut a commencé partout et moi je suis arrivé, il y avait 2 cibles, les grands comptes et les petits commerçants. Première décision, c'est de se dire, OK, on arrête les petits commerçants pendant un moment, on les met en stand-by. Et on se focalise sur les grands comptes uniquement et on a développé le business. Jusqu'à un moment où on s'est dit, OK, on est leader sur la partie grands comptes, on a envie de développer des relais de croissance, on va aller chercher les petits commerçants. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a recréé une boîte dans la boîte. Donc aujourd'hui, on a 2 divisions. Une division qu'on appelle Enterprise, plus de 20 points de vente. Une division qu'on appelle SMB, Small and Medium Business, qui est moins de 20 points de vente. Pour ce faire, on a recruté une personne qui s'appelle Romain Leguet, qui est excellente, qui avait déjà une super expérience sur ces sujets-là, qui a monté une équipe de zéro, comme une boîte dans la boîte, avec ses propres gestions clients, son propre marketing, ses propres commerciaux, etc. Jusqu'à ce que ça fasse une boîte qui fait, aujourd'hui, ça fait 6 millions de revenus sur nos 36 millions. Donc, c'est pas la majorité, mais c'est une part importante. Et quand on a dépassé les 5 millions, on s'est dit, maintenant que c'est un projet qui est mature, qui est validé, peut-être qu'il faut revoir la manière dont on organise tout ça. Et donc, on a commencé à opérer 2 choses. D'une part, la segmentation de notre partie enterprise. Et on s'est dit, en fait, peut-être que Carrefour et Leroy Merlin, un qui a 3000 points de vente ou 10 000 points de vente et un qui en a 300, c'est pas pareil qu'une boîte qui en a 35. Et donc, on a divisé notre partie enterprise, les très grands comptes, en 3 blocs. Les key accounts, c'est très grands comptes. Les mid-market, c'est moyen. Et les SME, Small and Medium Enterprise. Donc, c'est les plus petites entreprises. Quand on avait ces 3 petits blocs, on a rajouté les SMBs, donc les indépendants, et on s'est dit plutôt qu'avoir 2 grands marchés, on va avoir 4 petits marchés, enfin 4 qui sont déjà grands, bien distincts. Qui sont bien distincts. Et en fait, de la même manière que tu pourrais dire que le petit commerçant et le réseau de 50 points de vente, il n'y a pas le même marketing, pas les mêmes arguments. En fait, il n'y a pas les mêmes arguments non plus quand tu parles à Renault Monde, parce que c'est un deal à 500 000 € ou Volkswagen Monde, enfin tous ces grands comptes. Et donc, tu as une question de comment tu distingues ton marketing, comment tu distingues ton discours commercial. Donc, on a séparé les équipes commerciales entre ces 4 segments et on a séparé les équipes marketing entre ces 4 segments en disant, voilà, on va avoir différents discours. Et en fait, plutôt que d'avoir, on a dit il y a 4 discours, mais on va avoir une seule équipe. En gros, on a une seule équipe marketing, une seule équipe support, mais ils savent qu'ils ont 4 typologies de comptes. D'accord. Voilà. Donc, d'un point de vue commercial, il y a 4 équipes distinctes. Ouais. D'un point de vue marketing, il y a une équipe avec 4 segments et pareil pour la partie support. Exactement. Ce qui fait du sens. Mais c'est plein de débats, tu vois. Avant, on avait 2 directions marketing. Une petit commerçant, une grand compte. Mais on s'est dit, en plus, sur les petits commerçants, on est en train de remonter un peu sur des comptes avec 2, 3, 4, 5 points de vente, tu vois. Et on s'est dit, en fait, peut-être que le marketing qu'on fait pour les petits commerçants, il est plus proche du marketing des 20 points de vente à 35 que des points de vente qui en ont 4000. C'est complètement différent. Et donc, on s'est dit qu'il y avait plutôt une continuité. Et donc, on a cassé la division totale entre SMBs et Enterprise en regroupant le marketing, regroupant le support. Mais c'est un chemin qui est en cours. Et tu vois, c'est des réflexions, je pense qu'on arrive chez partout, et j'en parle beaucoup dans le bouquin, on arrive à une phase où on a des questions de comment tu structures des grandes organisations de 300 personnes, où tu te dis, j'ai déjà mes pays, donc j'ai la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Ensuite, j'ai mes marchés, petits grands comptes, etc. Mon marketing, et donc c'est beaucoup de sujets d'organigramme en fait, et de comment tu réalloues tes équipes, quand tu fermes un pays, qu'est-ce que tu fais. Donc quand on a fermé le Brésil, on a remis sur la partie Portugal, quand on a fermé l'Inde, on a remis sur la partie UK, et donc c'est beaucoup de sujets un peu de réorganisation, de tout le temps remotiver les gens, de réaligner aussi. Ouais. On n'a pas trop parlé de ce sujet, mais je pense que le truc principal quand on scale, c'est de dire aux gens où on va et qu'ils soient tous d'accord sur la direction. Et ça, c'est un vrai sujet, tout le temps de répéter, OK, pourquoi on prend cette décision ? La communication de crise et la communication de manière générale, c'est les trucs les plus importants. Et en expliquant, voilà, on a fait ce choix parce que voilà ce qui va se passer et voilà pourquoi on pense que c'est la bonne décision. Venez, on y va ensemble. Vision claire, communication, positionnement. Exactement. Parfait. Merci pour tous ces éléments. Avec plaisir. On aurait pu parler, je pense, des heures, on aurait pu parler de culture encore, de structuration, de recrutement. Il y a énormément de sujets qu'on aurait pu évoquer, mais merci pour toute la valeur que tu as délivrée. On mettra le lien également de Startup and Down ou Start to Scale également dans la description. J'ai une dernière question à te poser encore. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à regarder cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, eh bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en le mettant directement dans les commentaires, en partageant la vidéo et en likant cette vidéo. Thibaut, ma dernière question pour toi, elle est simple. Quel est le déclic que tu n'as pas partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview
mais qui a fait toute la différence, qui a créé, je dirais, une réelle transformation identitaire chez toi. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une citation, ça peut être une situation, quelque chose de positif, moins positif, peu importe. La carte blanche pour le mot de la fin. Moi, il y a une formation qui m'a beaucoup marqué. C'est la formation de Jeff Weiner, qui est le CEO de LinkedIn, qui était le CEO de LinkedIn, qui est, je crois que c'est Act as a CEO ou quelque chose comme ça. Et il y a c'est Jeff Weiner, c'est un des CEO que j'admire le plus. Il m'a marqué parce qu'il raconte énormément de choses très théoriques, hyper inspirantes sur c'est Acting as a CEO, quelque chose comme ça. Et franchement, cette formation qui est disponible et gratuite sur LinkedIn, elle m'a un peu changé la manière dont je voyais mon rôle et le rôle d'un CEO. Et c'est assez marrant parce que à un moment, il dit, je suis arrivé au tout début de LinkedIn, on n'était même pas 400. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, en fait, on est au tout début de l'aventure de partout. Et c'était un peu un déclic de me dire, peut-être que... c'est pour ça que je me projette aussi vachement chez Partout, parce que ça a été le déclic de me dire, en fait, l'aventure, elle est hyper longue. Et donc, que quand on regarde des boîtes comme LinkedIn, on se dit qu'en fait, l'aventure, elle est très belle et qu'elle peut être très belle. Un jeu infini. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de destination finale. C'est plutôt un truc du quotidien. Et donc, cette formation, elle est vraiment top. Je la recommande. Merci Thibaut.